Il n'y a plus malheureusement plus beaucoup de médias qui traitent d'économie. Tu vois, Le Monde, ils sont très peu présents, par exemple. Le Figaro, un peu, ils ont le cahier Saumon, mais ils sont beaucoup moins pourvus que nous. Et ensuite, il y a La Tribune, en fait, mais qui reste tout petit. Je crois qu'ils sont 80. Tout le monde veut faire de la défense maintenant. Ça, c'est assez... La sexy du moment, ça, oui, effectivement. Oui, c'est fou. Hein, ça, il y a quand même 2 ans, c'était interdiction. Et là, tout le monde veut créer soit son fonds, soit créer sa boîte dans la défense. Tu as des gens, tu te dis, mais t'étais pas dans l'environnement, toi, transition écologique? Ah, d'accord, non. Bah. Ou des votes, tu te dis, ouais, ça va bien marcher. Tu regardes le lendemain, tu fais, oh bon, bah, pas grave. Voilà. Mais des fois, je le dis même à mon équipe, quand on voit que ça n'a pas marché, je dis, c'est pas grave, il était quand même très bien. Et voilà, peut-être si tu as touché moins de personnes, mais tu vois que les gens vont retenir ce papier, etc. Donc, faut pas se fier à ça. C'est pour ça qu'on n'est pas à la course à l'audience à tout prix. Il y a 1 an, tu étais là, ChatGPT a tué tout le monde, c'est la fin. Là, d'un coup, Gemini arrivé, bam, les gens font « Ah non, mais en fait, non, moi, je suis toujours pareil sur Google. » Évidemment, enfin, je veux dire... Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaïd@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut Charlie, comment ça va? Salut Andrea. Ça t'a fait bizarre en arrivant ici, tu t'es rendu compte qu'il y avait des podcasts où il y avait juste une personne derrière dans son salon? Mais oui, d'habitude, tu as toujours au moins 2 personnes faciles qui gèrent, quelqu'un qui fait le son, l'image et tout. Et là, Moi, j'ai tout programmé, j'appuie sur un bouton, ça enregistre. Ouais, enfin, t'as quand même du matos à c'est que les gens se rendent pas compte, ils voient que la caméra. Ils se rendent pas compte du matos derrière. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je veux pas imaginer à quel point tu es sollicité par les entreprises, les startups. La première question que j'ai pour toi, c'est une question en termes de carrière. Comment on devient chef d'un service ou d'une rubrique dans un média? Sachant que je crois que tu as commencé en plus en alternance, c'est possible, ou même pas en CDI. Donc comment en fait on devient chef d'une rubrique à un moment donné dans un média, surtout le média numéro 1, je crois, en France sur l'économie? Oui. Écoute, c'est du travail, hein, comme n'importe qui. Hein, comme... Non, mais en fait, tu commences en général journaliste, donc assez classique, où tu écris tes articles, etc. Et après, les chefs de service, tu en as dans les très grands médias. Franchement, les grands quotidiens ou les grands magazines. Sinon, dans les plus petits, c'est beaucoup moins courant. Et en fait, tout simplement, déjà, faut le vouloir, parce que chef de service, c'est comme tu sais, c'est gérer une équipe. Alors, moi, c'est une petite équipe, hein, comparé à, par exemple, des boîtes comme la tienne. Donc, c'est 10, 11 personnes. Quand même, c'est déjà pas mal. Oui, ça occupe. Même si tout roule, ça prend du temps. Donc, en fait, non, c'est juste... nous, ça tourne beaucoup dans une rédaction. Tu restes pas à ton poste pendant 15 ans. C'est assez rare, il y en a qui le font. Mais c'est toujours bien de tourner au bout de 4-5 ans. Parce que tu as fait le tour soit de ta rubrique. Et voilà, donc c'est vrai que tu as toujours des postes qui s'ouvrent un petit peu partout, et dont les postes de chef de service. Et là, après, c'est tout bête, hein, tu postules en interne, et après, tu fais des entretiens et tu es retenu ou pas pour le faire, quoi. Il y a combien de rubriques parce que toi, c'est start-up, il y a aussi tech ou pas, ou c'est juste start-up? Ouais, non, maintenant j'ai commencé par start-up, parce que du coup j'ai joint les start-up, et après j'ai pris chef de la rubrique start-up. Et il y a 1 an et demi, on a eu toute une réorganisation, un nouveau directeur de la rédaction, et en gros il a fait fusionner pas mal de rubriques, et donc start-up a fusionné avec tech média. Ok. Donc ça fait tech média start-up. Donc ils ont fusionné 2 pôles. Voilà. Start-up et tech. Et tech média. Donc il y a aussi les médias dedans, d'accord. tu vois. 2 pôles fusionnés. Ouais. Et les gens vont se rendre compte peut-être du coup après du flux, parce que du coup quand tu fusionnes 2 pôles, c'est
2 fois plus de flux. Ah oui, oui. Alors après, il y a des sujets, c'est bien parce que entre start-up et tech, des fois, tu as des choses en commun. Mais c'est vrai que ça fait quand même, mine de rien, beaucoup de sujets. Parce qu'on parle de la petite start-up à Google, quoi. En passant par tous les médias. On fait beaucoup plus de choses sur aussi maintenant les créateurs de contenu, tu vois. Donc ça fait une palette large. Il y a combien de personnes aux échos aujourd'hui pour qu'on se rende compte, tu vois, c'est quoi la taille des échos et combien il y a de chefs de rubrique? Du coup, il y a combien de rubriques? Ouais. Alors, tu vois, j'aurais dû réviser avant de venir. Hein. Non, mais alors, tu as un peu plus de 200 journalistes. Donc, c'est quand même une grande rédaction. Pas là non plus la plus grosse. Hein, mais... Et après, en rubrique, C'est combien en proportion? Excuse-moi, je te coupe avant. Ouais. 200 personnes. Donc, il y a 200 journalistes dans les échos. Ouais. Et par exemple, à d'autres journaux, par exemple, je sais pas, genre Le Monde, pour se rendre compte. Ouais, par exemple, Le Monde, il me semble qu'ils sont 500. Okay. C'est les plus... échos, c'est gros quand même. Oui, oui. Après, nous, on est restreint à l'économie, que Le Monde va traiter vraiment de tout. Donc, eux font partie des gros. Sur l'économie, vous êtes potentiellement la numéro 1 en termes de journalistes pour traiter l'information économique. Ah oui, okay. Oui, largement. Largement. Il y a plus, malheureusement, plus beaucoup de médias qui traitent d'économie. Tu vois, Le Monde, ils sont très peu présents, par exemple. Le Figaro, un peu, ils ont le cahier Saumon, mais ils sont beaucoup moins pourvus que nous. Et ensuite, il y a La Tribune, en fait, mais qui reste tout petit. Je crois qu'ils sont 70, 80 journalistes. Mais c'est vrai que je vois... Ouais, pour moi, vous êtes toujours vu numéro 1. Sur l'économie, vous êtes la référence en France, quoi, clairement. Bah oui, puis on est un quotidien. Donc c'est vrai qu'on a un journal, alors pas tous les jours, pas le samedi, dimanche, heureusement. Mais bon, c'est quand même tous les jours un journal à sortir en semaine. Oui, et on en parlera après, mais à mon avis, il y a des moments où tu dois travailler un peu le week-end. Et alors sur les rubriques, donc toi c'est Startup Tech, et c'est quoi les autres rubriques économiques? C'est genre énergie, c'est genre en gros toutes les industries? Oui, tu as industrie, et dedans tu as effectivement de l'énergie, du transport, de la défense. On a une rubrique un peu conso distribution, voilà, les choses un peu... tu suis les grands retailers par exemple. On a une rubrique quand même France, c'est-à-dire il va y avoir un peu d'actu, on fait un petit peu d'actu politique, mais avec toujours un angle économique. On a 2 personnes qui suivent le budget, nous, en France, ce qui est assez... là, on est très, très bon historiquement dedans. Puis je veux dire que ça nous occupe bien, vu que maintenant, les budgets durent 6 mois. Ouais. C'est que c'est bien. Le travail des gens aux échos qui s'occupent du budget, là, ça a dû être balèze. Ah ouais. Ils n'ont pas dû augmenter les équipes, non? Non, nous, tu verras, on ne recrute pas trop. En mode startup, les échos, finalement, on fait lean. Oui, on peut dire ça. Bon, les médias en général, tu vois. Parce que tu vois, on dit que la Startup Nation est un peu en crise depuis 2-3 ans. Je dirais que nous, ça fait 15 ans. Donc voilà, on s'adapte. Vous savez, les médias sont en crise bien avant. Enfin, depuis l'arrivée d'Internet, en gros, il y a un peu un déclin des médias. Voilà. Donc vous avez connu les temps de crise avant les startups. Oui, on est résilient, voilà. Et alors, je me demandais justement, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'envers du décor, du boulot que ça peut demander de faire un article ou même, par exemple, une vidéo sur YouTube. Je me demandais à quel point tu travailles, parce que pour que les gens se rendent compte, ça m'est déjà arrivé que tu m'appelles, par exemple, un jour à 18h pour un papier qui était quand même assez dense pour le lendemain, qui devait sortir, je crois, le lendemain matin. Mais du coup, je me suis dit, la journée, elle est censée être finie à 18h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais senti aussi que le papier, tu allais l'écrire, en fait, et que tu avais commencé. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, là, elle va se taper une soirée. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton quotidien. Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai l'impression que tu bosses beaucoup. Oui, il y a des choses que tu arrives à prévoir. En fait, tu commences très tôt ta journée, parce qu'en plus, quand tu files la tech, il s'est passé des trucs la nuit aux États-Unis, si tu veux. Donc, tu vois bien. Alors, même si on a un correspondant qui est basé à San Francisco, et donc, c'est super pour traiter un peu l'actu de la nuit, mais bon, il faut quand même te remettre à jour. Et puis, des fois, on se réveille, il nous envoie un article, donc tu relis, etc. Mais après, donc ça commence très, très tôt. Et effectivement, notre bouclage, nous, il est à 19h30. Le dernier carat, c'est 20h, mais techniquement, nous, c'est genre 19h30. Il faut tout rendu pour qu'après, on fasse le PDF, le bon à tirer, et qu'on envoie à l'imprimerie. Parce qu'après, il faut que tout soit imprimé dans la nuit. Pour le lendemain, dans la nuit. Pour donc que les gens dans la nuit. Oui, le lendemain matin. Ah bah oui, les gens le reçoivent. Ceux qui le reçoivent encore en papier, il y en a de moins en moins quand même, mais ils l'ont. Et puis, on a le PDF, en fait, qui est prêt à 21h30, qui est déjà envoyé. Donc, tu as déjà le journal du lendemain à 21h30 la veille. Donc, c'est comme une industrie un peu dans l'urgence quand même. Ça me fait penser un peu à la télé, tous les métiers de production, au sens large, même, tu vois, que ce soit à la télé, radio, tout ce monde-là. Mais finalement, journaliste, c'est un peu dans ce truc-là, non? Enfin, il y a de l'actualité, surtout si tu as un quotidien. Tu es un peu dans un rush. J'ai senti ça un peu dans le sens où
c'est un sentiment, encore une fois, mais quand t'envoies des messages, à mon avis, t'en envoies à beaucoup de personnes pour prendre de l'info, pour faire tes sujets, on sent que t'es un peu dans le jus, quoi, parfois. Oui, parce que voilà, t'as d'autres choses à faire dans la journée, d'un seul coup, tu te réveilles, ou alors il est possible des fois qu'il y a un article qui saute parce que tu peux plus le publier. Tu vois, parce qu'on t'appelle, on te dit non, mais en fait, il y a un gros problème, ça n'a pas été complètement signé. Alors, ça, c'est quand même les rois, tu vois, de te dire ça. Donc, en fait, tu as un papier qui saute, donc comment tu fais? Il faut remplacer par autre chose. Ça n'arrive pas tous les jours, mais tu te dis non, mais on le décale à dans 2 jours. Bon, tu n'as pas le choix, tu fais quoi? Tu vas pas mettre un trou dans la page du journal, donc il faut trouver une alternative. Donc, des fois, effectivement, tu es un peu. Alors, enfin, moi, ça va, je ne suis pas stressée. Donc, en général, les gens qui travaillent comme ça dans les quotidiens, ça va. Enfin, on a l'habitude de gérer ce genre de choses. Donc, on fait bon, bah, allez, on va trouver quelque chose, c'est pas grave, tout va bien se passer. C'est pas la fin. Tu peux pas bosser dans cette industrie, je pense, si tu tiens pas le stress. Enfin, sinon, ça te submerge et en fait, tu craques. Ouais. Ah bah oui. Surtout que si tu le fais des années, vaut mieux pas. J'ai une anecdote perso que je voulais te partager parce que du coup, aujourd'hui, grâce au digital, aux médias, en fait, on peut lancer son podcast et devenir soi-même journaliste. Et j'ai vécu ce que tu dois vivre un peu au quotidien et ça va te faire sourire. En gros, j'ai interviewé quelqu'un ici, je vais pas le citer. Et après cette interview-là, sur le site, on fait toujours un petit article pour présenter la personne, etc. Et de là, donc, on publie le truc. Et là, quelques semaines après, ils n'avaient pas forcément regardé. Et en fait, je me fais harceler d'appels. Il va se reconnaître, là, je pense. Notamment par son assistante, etc. Alors que je le connaissais. Bon, déjà, ça, je trouvais ça un peu bizarre. Ensuite, un jour, je vais déjeuner. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Et en fait, il s'avère qu'il est dans le même restaurant que moi. Et il vient me voir alors que je suis en train de déjeuner avec quelqu'un. Ouais, tu as eu mon message, vachement stressé. En gros, bon, il fallait que j'enlève une information, en gros, de mon média. Et du coup, ça m'a paru un peu. En fait, c'était un peu bizarre comme sentiment parce que, tu vois, quand tu as un média, tu as ta liberté d'expression, tu écris un truc. En gros, c'était genre le chiffre d'affaires de la boîte que j'avais réussi à récupérer. Et donc, moi, sur mon média, pour que les gens m'écoutent, il faut que je prenne de l'exclu, tu vois. Donc, c'est mon métier un peu d'une certaine manière, tu vois, sans l'être, vu que je n'ai pas fait d'études de journalisme. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est le côté, j'ai eu le sentiment que lui, de son côté, il s'est dit, si je lui dis de l'enlever, il va l'enlever. Et du coup, comme un peu un sentiment de super pouvoir, quoi. Et souvent, je pense peut-être les CEO, tu vois, quand tu réussis dans le business, tu te dis, peut-être à un moment donné, tu penses que tu peux un peu tout faire. Genre, lui, tu lui dis, vas-y, je l'appelle, il enlève le truc. Et ça m'a fait sourire. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que, est-ce que tu as déjà vécu des situations comme ça? Et en fait, les gens ne peuvent pas le comprendre si tu l'as jamais vécu. Tu vois, moi, il fallait que j'ai un média, que ça m'arrive pour comprendre. Et en réalité, c'est pas la première fois que ça m'arrive sur Little Big Things. Ouais. Et à chaque fois, tu fais quoi? Là, par exemple, en fait, ça dépend de la démarche. Mais là, j'ai pas aimé le côté. J'avais l'impression limite qu'il me donnait un ordre, quoi. Tu vois, limite, il m'a appelé en mode tu supprimes. Alors qu'en soi, j'avais rien fait de mal. Et c'est mon but dans le média de mettre en avant l'information. Les gens viennent sur mon média pour lire ça. Donc, si je supprime tout ce que je trouve, en fait, les gens vont plus venir chez moi aussi. Mais ça, j'ai l'impression qu'il s'en foutait que mon média marche ou pas. Finalement, c'était lui. Il voulait pas que son chiffre d'affaires apparaisse, par exemple. C'est quoi ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu vois? Comment j'aurais dû le prendre? Et est-ce que ça t'arrive, tu vois? Ah bah après, c'est à toi de... C'est en fonction de toi, hein. Si tu te dis non... Parce que le problème, c'est dès que tu le fais à quelqu'un, t'as pas fini, quoi. Tu vas le faire à chacun. Dès qu'il y en a un qui va te demander un petit truc, et à quel point tu vas vouloir... Tu vois, il va te dire, moi, en fait, j'ai pas aimé la façon dont je l'ai dit. C'est là, on comprend pas bien ce que j'ai dit. Là, ça va devenir compliqué, tu vois. Moi, si je supprime tout... Voilà, tu t'en sors plus. Enfin, moi, je pars du principe, à un moment, c'est des grandes personnes. Donc, ils savent qu'ils parlent soit à micro, soit à journée. Donc, il y a un moment... Voilà, s'ils le disent, soit ils te le... Alors, bon, toi, tu tournes, mais nous, ils peuvent nous le dire, bon, bah ça, je te dis pas mon chiffre d'affaires, ils te le précisent ou ils te le donnent comme ça, mais ils te disent, par contre, tu peux pas l'écrire, mais au moins, toi, tu as une idée. Voilà, faut que ce soit clair dans le dialogue. Mais moi, ça m'est arrivé, mais t'imagines même pas combien de fois, sur le lendemain ou quelques heures après, ils t'appellent et c'est là, non. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que quand tu as un média, malgré toi, en fait, tu vas te faire des ennemis. En fait, moi, j'ai tout fait en gros pour mettre un cadre bienveillant et être sûr de me faire du réseau. J'ai créé ce podcast pour ça à la base aussi. Et je me suis dit, putain, merde, je me suis retrouvé dans une mauvaise situation alors que je l'avais pas du tout prévu. Et du coup, je savais pas comment la gérer. Je me suis dit, j'ai l'impression quand même que quand tu es journaliste, du coup, parce que j'ai fait, moi, c'était qu'une fois, tu vois. Mais toi, à l'échelle où c'est ton métier, je me suis dit, c'est quand même un métier où globalement, tu peux pas te faire que des amis, quoi. Ah non, et puis tout ce que tu fais est public. Voilà, donc tes écrits, soit tu fais des vidéos, etc. Tout le monde le voit, donc tout le monde peut critiquer ton travail toute la journée, ce qui n'arrive pas à beaucoup de gens quand même. Voilà, et puis ça reste.
Sur Internet, tu le verras toujours. Donc, c'est un peu, entre guillemets, facile. Et encore, nous, ça va à peu près. Parce que tu te dis, dans le monde de la tech, des startups, les gens sont à peu près gentils, entre guillemets. Quand tu commences, moi, je vois mes collègues du service finance, par exemple, qui parlent des grandes banques françaises. Je peux te dire qu'ils reçoivent des coups de fil vraiment pas sympas. Tu vois, moi, au pire, un start-upper qui m'appelle ou qui me laisse un message, je dis oui, bah écoute, c'est comme ça. Point. C'est rare qu'après, ils viennent repleurer ou ils vont pleurer ils vont parler avec leurs copains, mais sinon, ils vont pas venir me harceler là-dessus. Que quand tu as des grandes banques, je peux te dire que là, je prends l'exemple des banques, mais tu as tous les grands groupes, là, c'est difficile parce qu'en plus, ça remonte très haut. C'est-à-dire que là, en général, moi, on me contacte directement, mais le nombre de boîtes qui contactent ton directeur de la rédaction, ou même, moi, c'est déjà arrivé, mon PDG, tu vois, carrément du groupe, tu es là. Il y en a qui. PDG du groupe, c'est déjà arrivé. Oh, oui, parce qu'il pense qu'il va influer, il va pouvoir donner des ordres. Ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs de notre PDG, il est toujours en dehors. Parce que parfois, ils sont aussi annonceurs dans le média. Et donc, du coup, si par exemple, tu as une grande banque, par exemple, qui dépense 2 millions d'euros par an dans les échos, et qui voit un truc qui lui plaît pas, en vrai, ça devient presque de la politique après. Oui. Parce que tu peux pas perdre un client à 2 millions. Toi, si ça te fait faire faillite aussi, tu vois. Souvent, c'est ça. C'est ceux qui mettent beaucoup d'argent. Nous, les startups, etc., là, ils en mettent pas tant que ça. Donc, non, c'est vraiment... c'est le quotidien. Bon, après, tu t'y fais. Et moi, des fois, je dis aussi à mes équipes, quand elles reçoivent des messages, il y en a une aussi qui a fait une vidéo il y a pas longtemps où le mec a été vraiment un peu violent avec elle. Il l'a mis sur les réseaux sociaux, il a mis sa photo en disant des choses horribles. Je dis, bon, écoute, je lui ai envoyé un message, je dis, faut pas paniquer. Et je fais de deux, ça veut dire que tu as très bien fait ton travail. Quand on fait ça, en général, quand on s'énerve, c'est que c'est bien fait. Donc voilà, faut le prendre comme ça, comme quand tu te prends des procès en diffamation, en général. Moi, j'en ai eu un. Ça veut dire que tu avais sorti la vérité, quoi. Donc, Et en fait, je me mettais à ta place en termes d'énergie, c'est chiant parce qu'en gros, globalement, toi, tu veux juste faire ton métier, donc tu enquêtes. En fait, toi, ton métier, c'est d'aller trouver de l'information que les gens ont envie de lire. Donc, globalement, peut-être un truc qu'on trouve pas ailleurs aussi. Donc, t'enquêtes, t'appelles plein de gens et tout. Mais je me suis dit, peut-être d'un point de vue humain, c'est vrai que t'es dans un métier où le pro et le perso se mélangent un peu parce que je me dis, tu vois, tu vas continuer de faire carrière et globalement, t'as toujours des gens qui vont pas t'aimer en fait. Du coup, c'est une énergie négative et ça, faut savoir vivre avec aussi. C'est chiant de se dire, petit à petit, en fait, il y a des gens qui... Tu vois, par exemple, moi, la personne là, en plus, c'était quelqu'un que j'appréciais bien, donc je me dis, putain, ça fait chier, j'ai un peu, en gros, niqué la relation, ça me fait chier, quoi. Bon, elle va revenir, tu verras. Moi, de ce que j'ai vu depuis quelques années, il y en a avec qui ça s'est mal passé, qui n'étaient pas contents quand j'ai sorti des infos, qui ont fait la tronche, qui ont fait gna gna gna. Parce que vraiment, des fois, c'est des enfants, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'appelle ça des enfants. Parce que je trouve qu'il y a tellement plus grave dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui est très... Mais, et puis, ils reviennent 2-3 ans après, même pas. Enfin, Okay. Si tu fais bien ton boulot, etc., ils vont revenir. Puis nous, on a, entre guillemets, le statut des échos. Donc, il y a un moment, si tu veux reparler dans les médias, si tu veux t'adresser au CAC 40, à des décideurs, etc., tu vas être obligé de repasser par nous. Donc, Toi, ton métier, du coup, c'est vraiment d'aller trouver de l'exclusivité, soit d'avoir l'information en exclu, la sortie en premier, au-delà de ça, aller réussir tu fais aussi des enquêtes quand tu fais un papier pour aussi choper de l'information que la personne ne t'a pas aussi donnée. Par exemple, tu vas avoir d'autres partenaires, par exemple des clients d'une boîte pour voir ce qu'ils pensent de la boîte, pour avoir un avis, pas juste par exemple, du CEO de la boîte. C'est un peu ça ton métier ? Oui, alors après, c'est difficile de faire des enquêtes aujourd'hui, on va pas se mentir. Alors nous, en plus, on a un rythme de quotidien, donc je veux dire, tu peux pas sortir une enquête par jour. Et aller chercher de l'info, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on se concentre sur quelques sujets. Quand on se dit c'est nécessaire de creuser tel truc, etc. Donc, ça va dépendre vraiment de notre temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire de l'investigation, de l'enquête, quoi. Parce que c'est trop de temps, c'est pas rentable en fait. Il y aurait besoin de trop d'équipes. Ouais, c'est ça. On rêverait tous d'en faire. Franchement, moi, si je pouvais, je ferais ça toute la journée. J'adorerais ça. Mais il y a un moment, tu vois, il faut sortir tant d'articles par jour pour le journal. Je pense que les gens se rendent pas compte quand tu fais une vidéo, par exemple, on va en parler, mais tu as fait une vidéo sur YouTube, je crois, sur The Family, avec Oussama Hamar, un peu les débords, etc. Et en fait, je pense que les gens, c'est une vidéo, il faudrait regarder combien elle dure, je sais pas, vraiment une demi-heure ou 15 minutes, j'en sais rien. Je me demande le temps derrière une vidéo comme ça, de prendre dans l'enquête. En fait, on voit une vidéo de 30 minutes, mais c'est combien de personnes et
Bah Les ouais, gens se rendent compte. ça fait 2 fois 15 minutes, je crois à peu près. Donc moi, tu me vois là devant en train de réciter mon texte. Donc moi, ça va, ça m'a pris pas beaucoup de temps, enfin entre guillemets. Et encore, parce que vraiment, c'est super dur de faire ça. Je ne fais pas les liaisons, ils m'ont repris 50 000 fois, c'était terrible. C'est facile Euh, un peu, non? C'est un format oui, facile. oui, Ça, c'est oui. dur, ça. Donc c'est Ouais. difficile quand t'as plus l'habitude. Moi, mes cours de radio, etc., ils datent. Et ensuite, j'avais une personne à plein temps qui faisait toutes les. Alors moi, je lui avais envoyé plein de recherches, plein de notes que j'avais déjà fait depuis quelques années sur The Family. Plus il y a quelqu'un qui a écrit le script. Enfin, vraiment, lui, ça lui a pris plus d'1 mois et demi à juste faire ça, tout seul. Ok. 2 vidéos, mais parce qu'après, c'est en plus nous. Je veux dire, on peut pas dire n'importe quoi, faire super attention. Et puis c'est lui qui a fait tous les tournages parce qu'on a reçu 3 ou 4 personnes qui ont témoigné. Donc pareil, Ah en ouais. fait, les gens ne s'en Ouais. rendent pas compte En fait, 15 minutes de vidéo, c'est parce des que mois de travail bah de oui, plusieurs personnes. t'as un montage en fait. C'est pas comme quand t'as une discussion. Alors je dis pas que ça prend pas de temps. Mais moi, le On montage l'a est simple, dit. c'est juste changer de plan. Voilà. Mais quand même, quoi, c'est lourd, franchement. Là, on aimerait bien lancer un autre format, donc je ne peux pas en parler, mais pareil, là, on se dit, on va devoir faire appel à des gens externes parce que sinon, ça va être trop. On n'a pas assez de ressources en interne, en vidéo en plus, c'est une petite équipe. Et du coup, toi, pour revenir, quand tu prépares un article et que tu dois le sortir le lendemain, en fait, là, tu commences. Parce que vu que tu es connecté dans l'écosystème, tout de suite, tu envoies des messages à tous les gens que tu connais et tu te fais des petits calls comme ça de 5 minutes avec tout le monde pour prendre toutes les infos. Donc, c'est des journées Oui. dans t'es un peu dans le rush, quoi. Enfin, Ouais, après, il y a ça plein bouge un peu. oui, il y a plein de choses que tu peux prévoir quand même. Tu vois, il y a des gens, ils te préviennent en amont, on va sortir ça. Enfin, j'ai racheté telle boîte, ils vont te le dire une semaine avant, donc c'est bien. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous pouvez prévenir, prévenez en avance. Comme ça permet de toi d'avoir plus le temps, de faire un meilleur truc, quoi, que d'être prévenu la veille. Enfin, surtout qu'on est que la plupart du temps sur des boîtes privées. Pas du tout coté. Donc, quand effectivement, là, tu as des résultats pour des boîtes publiques, c'est différent. Mais donc, oui, on n'est pas forcément toujours. C'est ça qui est bien aussi quand tu suis les startups, c'est plus simple. Bon, quand tu suis la tech, les gros de la tech, voilà, faut être plus agile. Tu disais dans un média qu'en gros, la partie, donc l'audience startup tech, donc ta rubrique, ça représente 3% de l'audience aux échos. Je crois que tu as dit ça il y a 1 an. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que ça génère 13% des abonnés. Oui. Donc en fait, en taux de conversion, c'est la rubrique qui cartonne le plus. Ouais. C'est-à-dire qu'avec 3% d'audience, tu fais 13% Ouais. des abonnés les échos. Ça, c'est que la rubrique startup d'ailleurs. Parce que depuis que ça a fusionné, j'ai pas eu, mais on va avoir bientôt une réunion là-dessus. Ah, c'était que startup. Que startup. Donc, tu vois, ouais, c'est assez dingue. Mais attends, donc, ok, donc 3% de l'audience des échos, c'est que startup aussi. Oui. Donc en fait, ça se trouve, en gros, ça fait 25%, 33% des abonnés, enfin un tiers, entre un quart et un tiers, ça se trouve, des abonnés, la partie startup tech, quoi. Donc c'est une grosse rubrique, quoi. Non, ça génère beaucoup d'abonnements parce que aussi, il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de start-up en France. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de choses en avant-première. Et puis, on a construit plein de. On a essayé de faire des formats assez variés. Pareil, sortir des exclus, des petites infos, c'est ça qui fait aussi que les gens s'abonnent. Donc, non, on est très contents. J'ai hâte d'avoir les nouveaux chiffres. Mais en tout cas, c'est assez marrant, contrairement à d'autres rubriques qui génèrent beaucoup d'audience. Mais après, toi, par exemple, je sais pas, tu as des rubriques peut-être sur l'international où, bon, c'est normal, tu parles de Trump, tout de suite, tu fais toujours plein de vues, mais les gens tu vas moins convertir parce que c'est des choses que tu peux retrouver aussi sur d'autres médias, ce qui est moins notre cas pour la C'est startup. top, en tout cas, la stat, elle est vraiment cool. Ça montre quand même aussi peut-être l'engouement pour les startups, la tech, l'innovation aussi, peut-être, si on peut Voilà, mettre ça. et pas que c'est pas restreint juste aux gens qui travaillent dans les startups. Hein. Enfin, moi, je vois, on est très lu aussi par les grands groupes, parce qu'ils sont tous intérêts, par, tu vois, genre les experts comptables, ça, c'est un truc de dingue. Ils nous lisent énormément, mais parce qu'ils sont de plus en plus Les experts comptables, ils adorent tout ce qui est entrepreneuriat, voilà. souvent. Ça, c'est marrant. Ils aiment bien les projets. Mais non, mais en tout cas, je serais curieux d'avoir la data, parce que 13% des abonnés startup, tech, à mon avis, tu peux potentiellement. On peut toujours faire plus, hein, ça, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est le ratio, quoi, qui est cool. C'est le ratio qui est cool. Parce que tu as raison, tu vas faire beaucoup de vues, en fait, sur une annonce, par exemple, de Trump. Mais par exemple, mais le ratio de gens qui se convertissent après avoir lu un article en abonnés par rapport à. Ils ont lu une levée de fonds, ils ont découvert même une nouvelle techno. Les portraits, les gens aiment beaucoup les portraits. Du coup, tu vois, ils sont pas abonnés, on fait leurs portraits, c'est marrant. Du coup, ils vont s'abonner parce que
Ah, c'est marrant, ça. Alors, il y a le petit côté égo, quand même, hein, dedans. Ah, le CEO, en gros, tu fais un portrait de lui. Ouais, et après, ça va nos ça échos. arrive souvent. Ouais, Ah, oui. c'est drôle, ça. Oui, oui. Ah, tiens, excuse-moi, je vais reboucler sur une question. Tu as dit qu'on t'avait attaqué pour diffamation. C'est quoi, en gros, c'est quoi une diffamation? En gros, c'était quoi l'attaque? En gros, t'avais divulgué quoi comme info? Oui, c'était au tout début quand je suis arrivée aux Échos. Bon, faut savoir que c'est assez courant, hein, les diffamations dans le monde de la presse. On peut t'attaquer parce qu'on va te dire que c'est faux ce que tu as dit, etc. C'est encadré juridiquement, les diffamations, oui, comme oui. il y a des termes précis, il faut que ce soit Oui, injurieux. oui, mais le truc, c'est que tu peux le faire. Et c'est une des rares, comment dire, je sais pas si on peut dire délit, mais en tout cas, où tu es directement mis en examen. En fait, tu n'as pas besoin d'apporter des preuves pour être mis en examen, ce qui est normalement le cas pour n'importe quel autre fait comme ça. Il y a aussi une règle que je connais, il y a une prescription. C'est-à-dire que si on t'attaque, par exemple, s'il se rend compte de l'article 1 an après, je crois, c'est trop tard, on ne peut plus t'attaquer. Exactement. Oui, j'ai plus les délais en tête. Ça, c'est pratique, comme ça, on ne peut pas t'attaquer pour tout ce que... Bah ouais, sinon, si on revient vers toi. Donc voilà, donc c'est ça, une fois, ça m'était arrivé. Et pour un article sur quelqu'un qui avait harcelé une vingtaine de personnes moralement. Voilà. Je me le suis noté, ça, je vais pouvoir retrouver... Oui, mais en même temps, c'est de notoriété publique. Je le retrouverai, j'en reparlerai après. Mais, tac. Ah si. Enquête sur l'ancien président de France Digital. Oui, c'était ça, exactement. Parce qu'en fait, je me suis noté, donc tu as fait 2 gros articles en fait, qui ont été presque les plus lus. C'est l'annonce de la levée de fonds de Conto. Je crois que tu l'as découverte avant tout le monde. Et, oui. Ils sont pas trop appréciés, mais en tout cas, c'est le truc le plus vu. Oui, bah voilà. Et 2, c'était l'enquête sur l'ancien président de France Digital, où là, effectivement, il y a eu des enquêtes. Et d'ailleurs, je crois qu'il a dû quitter suite à ça. Effectivement, il a été révoqué de ses fonctions après par le board. Ça, tu fais pas trop de... Enfin, moi, j'ai jamais lu trop d'articles de ta part sur des enquêtes, justement, ou sur des cas de harcèlement, où tu dénonçais des patrons. Alors déjà, à ma connaissance, il y en a pas beaucoup. C'est genre, donc c'est bien déjà. Voilà. Et après, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps parce que c'est très difficile. Là, il y avait un document qui l'attestait, qui avait été fait par un expert indépendant. Mais quand tu parles après d'harcèlement sexuel, etc., c'est très, très difficile de prouver ce genre de choses. Il faut que tu aies plusieurs personnes qui parlent, il faut vérifier ce qu'ils disent exactement. Donc tu peux pas, malheureusement, puis nous, on peut pas se permettre de lancer ça. Donc parfois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, j'en ai parlé pas mal avec une journaliste de France Inter qui est dans la cellule investigation. Et oui, elle m'expliquait un peu les méthodes. Tu peux pas d'un coup, si quelqu'un, même si une fille, et moi, tu sais, je défends beaucoup la cause des femmes et tout, si une femme te dit un truc, malheureusement, c'est triste, mais tu peux pas non plus tout croire sur parole. Et puis bon, si c'est que un cas, c'est très dur, hein, franchement. Oui, en fait, toi, tu as besoin vraiment... En fait, t'es un média reconnu, numéro 1 en France. Tu peux pas sortir une info sur la base de quelqu'un qui t'a dit un truc, quoi. Enfin, globalement, il faut qu'il y ait un dossier sérieux. Voilà. Parce que sinon, même toi, tu te mets et toi, tu te mets en danger. Si tu sors un truc comme ça et que ça s'avère faux, tu peux potentiellement perdre ton job. Comment ça se passe si tu sors une mauvaise info. Oui, je pense. Ça m'est pas encore arrivé. Mais non, et puis après, c'est par exemple, comme tu as aussi beaucoup de gens qui disent j'ai porté plainte contre tac. Malheureusement, tu peux porter plainte contre plein de gens. Enfin, je veux dire, c'est pareil, tu peux pas prendre ça en compte. Il faut qu'après une information judiciaire soit ouverte, où là, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose. Enfin bon, c'est difficile. J'ai découvert un peu cet univers, parce que moi, j'ai plutôt fait le journaliste éco, donc pas du tout police-justice, mais malheureusement, des fois, les deux sont liés. Et l'annonce de la levée de fonds de Conto, alors ça, c'est comment tu as réussi à le savoir avant les autres? Parce que je crois que cet article-là, vraiment, il a fait vraiment beaucoup de vues. Et... Oui. Est-ce que tu l'as fait avant de passer chef de rubrique aussi? J'ai l'impression. Oui. En fait, je me dis, pour passer chef de rubrique, il faut peut-être déjà montrer que tu as fait quelques tribunes en mode tu t'es fait remarquer. Et du coup, là, on te donne le poste parce qu'en gros, tu as fait du journalisme. Voilà, ils sont contents. Oui, ça, il me l'avait dit, oui, bien sûr. Donc, non, après, tu l'apprends par plein de gens. Hein, c'est un petit milieu, donc tu as forcément des investisseurs qui le savent. Tu en as beaucoup, des gens qui sont impliqués dans une transaction comme ça. Tu en as plein. Même des business angels, des machins. Tu as aussi ceux qui, tu vois, les boutiques qui vont faire les transactions, les leveurs de fonds. Enfin, tu as plein de gens dans l'écosystème. Les RP derrière qui doivent prévoir aussi, vu que toi, tu les connais aussi.
Bon, eux, ils doivent te dire normalement au bon moment, mais Ouais, j'imagine non, que tu eux, les connais c'est bien moi. aussi. Mais... Oui, beaucoup. mais donc, du coup, là, ils t'en ont voulu parce que, quoi, en fait, t'as sorti l'info trop tôt, parce qu'en soi, c'est pas non plus Oui. dramatique. Enfin, en vrai, enfin, je sais Bah, pas, ça m'a pas choqué, quoi. voilà, bah moi c'est pareil, Même t'es content, en vrai, sous les échos, si t'es le média numéro 1, enfin, tant mieux. Oui, Enfin, non, non. mais je leur ai dit, je dis franchement, j'ai pas sorti que vous étiez en train de faire de l'espionnage industriel. Ça va bien se passer. En fait, ils avaient un plan de com. En gros, ils se sont dit, limite, on démarre à les jeudi, et toi, t'es arrivé, t'as tout sorti le lundi. Et genre, du coup, Oui, t'as oui. pris de vitesse d'une certaine manière, mais Oui, c'est ton boulot aussi. c'était ça, Mm. oui, mais c'était assez marrant. Moi, ils n'étaient pas contents. Et le pire, c'est que j'ai été dans 2 semaines après, je crois, chez un très grand avocat, que je ne vais pas citer, un très grand cabinet. Et eux, ils n'étaient pas contents non plus. Ils m'ont dit, bah oui, parce qu'en fait, eux, ils ont participé à la transaction. Et ils ont essayé de me dire, bon, qui t'a donné l'info? Je dis, bah, je vais certainement pas vous le dire, là, on se connaît pas. Parce que c'était quand même précis sur certaines choses. Je sais pas, très grave, ça va aller. Ça va bien se passer. C'est vrai qu'il y a plus grave dans la vie, j'ai l'impression. Enfin, là, tu me sors pas des trucs. Tu sais, on a l'impression que c'est un peu un petit écosystème en mode. Mais un peu genre un truc de gossip, un peu, tu vois. Ça fait un peu Gossip Girl, le truc. Genre, ah, t'as annoncé que j'ai levé des fonds. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu des enfantillages. J'ai Oui, l'impression, ouais, globalement. je trouve un peu. Il y a plus grave comme info. Voilà, Il y a c'est ça. plus grave comme info. Exactement. Je crois pas que ça change quelque chose. À part si t'annonces la levée, qu'elle est pas finie, peut-être. Et que du coup, ils ont peur que ça se fasse pas. Mais Oui, tu peux, t'as tout, mais bon, c'est rare que tu aies des risques comme ça. Et tu vois, au contraire, parce qu'il faut dire ceux qui sont quand même qui sont matures, c'est par exemple, moi j'avais sorti le premier plan, le PSE enfin je sais pas, c'était pas un PSE, mais réduction d'effectifs de Payfit par exemple. J'avais sorti, je sais plus, ils se séparaient de 20% des effectifs, j'avais eu l'info, et du coup j'appelle le patron, Firmin Zocchetto, et lui. Tu vois, au contraire, bon bah tant pis, tu l'as su, Charlie, c'est le jeu. Et par contre, il a passé du temps à m'expliquer pourquoi. Et au moins, c'était intéressant. Tu vois, au lieu, c'est la bonne démarche, au moins. Voilà, il aurait pu dire, je te réponds pas, mais bon, j'aurais publié mon papier, ça aurait pas eu trop de sens. Que là, il explique, bon bah oui, je préfère que 20% s'en aille maintenant pour pouvoir mieux me gérer et pas avoir un mur avant la fin de l'année. C'était beaucoup plus sain, quoi. Moi, perso, en tout cas, si ça m'était arrivé, ça m'aurait un peu saoulé parce que je me serais dit, tu vois, en termes d'image, quand tu as un papier qui dit que tu réduis les effectifs, ça peut envoyer un signal négatif sur le marché, même peut-être pour des clients et tout. Et c'est là où le journalisme, c'est la limite entre le journalisme et peut-être les entrepreneurs, où quand il y a des infos qui sont un peu plus, qui peuvent paraître péjoratives en termes d'image, toi, c'est une information que tu dois traiter, mais tu vois, pour Payfit, peut-être que, tu vois, moi, par exemple, je suis client Payfit, je vois le truc, je me dis, ah merde, je vais peut-être contacter mon CFO si la boîte, elle va au tapis, est-ce que tu as un plan B tu vois, et du coup, pour lui, ça n'a pas dû être ça. En tout cas, je trouve qu'il a bien réagi. Oui. Ah non, il faut le dire. Parce que ça aurait pu le saouler, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Et écoute, ça va, on s'entend, on se croise, on est courtois. Mais c'est ça la difficulté, c'est que tu dois traiter les bonnes comme les mauvaises informations. C'est la difficulté de ton métier parce que sur une boîte, dans la vie d'une boîte, il y a toujours des bonnes et des informations. Donc, tu vas peut-être faire 3 bons papiers et un mauvais. Oui. Parce qu'à un moment donné, il y aura une mauvaise info, il faut que tu la traites. Mais du coup, c'est relou parce que les gens se rappellent du mauvais. Donc, tu vois, l'entrepreneur, c'est ça que je voulais te dire en termes de relations. Oui. Ça me dit, ça peut être un peu délicat. C'est ton métier, mais. Oui. Bah, écoute. Faut vivre avec, quoi. Ouais, c'est quoi. Moi, c'est pas grave. J'ai des amis dans la vie, donc ça va. Ça va. Combien de communiqués de presse tu reçois par jour? Parce que j'étais content que tu acceptes mon invitation parce que je me suis dit, je veux même pas imaginer pour que les gens se rendent compte, ça peut être en centaines. Oui, parce que c'est beaucoup par mail. Donc là, tu m'as envoyé un WhatsApp, c'est mieux déjà. Mais oui, c'est facilement. Tu sais, on reçoit à peu près 500 mails par jour. 500 par journaliste? Ouais, à peu près. Ouais. Enfin, pas toutes les rubriques, mais nous, par exemple, tech et start-up, c'est tellement large, si tu veux, que le nombre de boîtes qu'il y a. Mais comment tu traites 500 mails par jour? Bon, franchement, tu vois vite fait dans l'objet, tu commences à capter que tac. Les gens qui te l'envoient, il y en a, tu les connais. Oui, parce que parfois, tu vois aussi des trucs, t'en parlais dans un média, par exemple, on invente une nouvelle boisson sans alcool. Oui, voilà. Là, t'enlèves tout de suite, parce que, en gros, tu dis start-up, mais en vrai, tout le monde fait ça. Tu développes, je sais pas, un petit mécanisme, voilà, ta petite méthodo, et ça va assez vite, quoi. C'est pas le pire. Mais putain, 500. Ouais, mais t'es quand même dans un flux, quoi. C'est-à-dire que c'est tous les jours. Oui. Et parce qu'en fait, les RP aussi, ils ont des logiciels maintenant, donc tu te prends des séquences. Ouais. Des fois, t'as beau te désabonner des trucs et tout, c'est pas grave, t'es de nouveau dedans. Mais toi, t'es sûr. Non, mais toi, par exemple, t'es sûr d'être dedans. Enfin, genre, ton mail, il sera retrouvé. Enfin, toi, tu peux pas y échapper. Ah, puis c'est facile de trouver nos mails. Je veux pas le dire là, mais c'est très simple. Ah, non, comme dans plein de boîtes, on a à peu mais près t'es chef de tous les rubrique mêmes. Startup, les échos. Enfin,
globalement, une startup en France, elle veut un papier dans les échos, enfin, tu vois. Oui, oui. Donc, non, ça va. Mais puis malheureusement, il n'y a pas que, y a pas que les mails. Tu as LinkedIn, j'imagine que toi aussi, tu reçois beaucoup de choses. Donc, il y a ce canal-là aussi. Plus les gens qui ont quand même ton numéro de téléphone. Donc, mes WhatsApp et mes messages, il y en a. En fait, je pense que c'est un métier qui est difficile parce qu'en termes de relations, en fait, tout est fait. En fait, tu as un métier où, en gros, tu dois annoncer des mauvaises nouvelles parfois, tu dois dire non toute la journée. Enfin, tu vois, globalement, ton métier, quand même, a pas mal de choses qui font que, Ouais. tu vois, je reviens là-dessus, mais quand même, Ouais. moi, ça me marque un peu parce que j'ai cette sensibilité. Enfin, globalement, tu dois répondre à personne. Et quand tu dois répondre aux gens que tu connais, c'est souvent non. Donc, en fait, globalement, toi, tu dis oui une fois sur 1000. Donc, en Oui. fait, Oui, oui. Un peu comme un VC, tu vois, c'est pareil. Il comme les dit, VC. voilà, Et il les dit VC, oui c'est une fois pareil, par- hein. Bah oui. Les VC, c'est des gens. La majorité des gens qui sortent de rendez-vous se disent putain, ils ont pas investi chez moi, c'est un con, tu vois. Oui, oui, mais bon. Il y a des métiers comme ça. T'as pas le choix. Mais T'as pas le choix. Ça fait partie du métier. ouais, mais surtout, oui, dans notre secteur. Vraiment, c'est fou. C'est fou. Puis il y en a qui, en plus, qui vont. C'est marrant, qui t'envoient un mail, qui te le double d'un SMS, qui t'appelle. T'es là, Ah ouais, ouais. je pense que si je suis intéressée, je réponds. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu de chance dans le sens où une startup qui sort de nulle part, qui a pas de RP, qui connaît personne qui te connaît pas, elle envoie un mail et elle a une chance que tu le lises dans ce flux d'informations. Voilà, il peut y avoir un peu de réussite où globalement, il y a des rouages qui font que vaut mieux prendre une agence, enfin tu vois. Non, on peut avoir des boîtes qu'on connaît pas du tout, mais après, il faut être quand on envoie un mail, faut être très succinct et puis aller droit au but et dire voilà, je fais ça et c'est ça mon actu. Enfin, c'est tout bête, mais nous, on a besoin d'une actualité puisque on a un quotidien. Donc, si t'as pas d'actu, tu dis j'ai un petit sujet froid, c'est pas mal. Oui, non, ça passe pas. Donc tu peux, hein, techniquement. Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà contacté sur LinkedIn et je les connaissais pas du tout. Et on a fait des papiers et tout suite à Ok. ça. Si le Ça peut sujet est marcher. bien et qu'il est dans l'actu, moi, pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a assez d'actu chaud dans Startup Tech en France pour faire un beau papier tous les jours ou pas Oui, franchement, il y en a beaucoup. Après, on essaye toujours, nous, de faire tu vois, des pas de côté. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, tu vois, les VC, ils aiment beaucoup annoncer le closing de leurs fonds, par exemple. On le fait pas systématiquement parce que des fois, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Enfin, je veux dire, tu as closé, pas très chiant. Donc, on essaye de trouver des pas de côté. Soit le faire le portrait du VC, soit, je sais pas, élargir en parlant de plein d'autres qui font à peu près la même chose. On essaye toujours d'essayer d'apporter un peu de différenciation. Parce qu'encore une fois, en plus, les gens payent quand même un abonnement. Donc, il ne faut pas non plus qu'on fasse que des trucs C'est ça. basiques, quoi. L'article le plus lu dans ta rubrique depuis toujours, parce que vous avez sorti, je crois, top 3 des articles. J'ai noté le premier, c'est Insect, je crois, qui a fait faillite. C'est ça l'article le plus lu dans ta rubrique. Et il y a aussi d'autres actualités qu'on fait du bruit parce que il y a eu un petit peu, il y a eu beaucoup de levées de fonds voilà, dans les startups et il y a eu beaucoup de boîtes qui ont fait faillite derrière parce que bon, les valos étaient trop grosses ou les modèles n'étaient pas bons. D'ailleurs, tu en parlais dans pas mal de médias, des boîtes qui levaient, je crois, sur des valorisations à plusieurs milliards alors qu'elles faisaient genre 10 millions de CA. Et tu étais en mode, ah ouais, ok, genre, il y a un problème. Et en fait, j'en reviens au sujet aussi de les articles qui font le plus de vues globalement. Je me demandais ce que c'était parce que je me suis dit, c'est soit les grosses levées de fonds, soit les catastrophes. Oui. Et qui a écrit cet article alors sur Insect qui est le plus lu Alors, c'était le plus lu. Moi, je fais un top par année, en fait. Donc, plus lu depuis la nuit des temps, je ne sais pas. Mais là, oui, tous les ans, on sort un petit peu les datas. Et donc, c'était pour 2025. Donc, effectivement, c'était la descente aux enfers d'Insect, je pense qu'on peut dire ça, et qui a été fait par Adrien dans mon équipe qui suit bien Insect depuis un moment, qui avait déjà fait des papiers avant en disant « Ouh là là, ça sent mauvais, restructuration, etc. » Et effectivement, puis en plus, c'est tellement un symbole, Insect, que la boîte était quand même un peu connue en dehors de notre écosystème. Tu vois, contrairement, je sais pas, tu parles de Penny Lane, j'en connais. Bon, là, si, parce qu'ils font tellement de pubs qu'en fait, tu les connais, je pense. Mais la plupart, les boîtes B2B, les gens les connaissent pas en dehors de notre cercle. Ah oui, c'était une boîte plus grand public, tu as raison, par rapport aux autres. Mais c'est marrant parce que je me suis noté Luco
et Mastéos. Oui. En fait, c'est des boîtes grand C'est public. du grand en fait. public aussi. Puis c'est pour ça que pareil, c'est une descente aux enfers assez rapide. Hein. C'est ça qui est assez dingue dans ces histoires-là. C'est que ça monte très vite, très vite, très vite. Et puis alors, paf. C'est des boîtes qui lèvent des dizaines de millions. Et qui crament. Et puis, et voilà. Mais il y a des choses à chaque fois à raconter. Ça, on a suivi. En plus, c'est bien ce qu'on suivait. Tu vois, sur ces dossiers-là, on fait vraiment un suivi, je ne vais pas dire semaine par semaine, mais ce qui permet d'alimenter, c'est un peu en mode feuilleton. Et c'est ça que les gens aiment bien aussi, de tout suivre. Enfin, moi, le Luco, il y a eu 50 rebondissements. C'était quand même... Ah ouais, Luco, c'était une vraie histoire, ça. J'avais suivi. C'était quelque chose. Ça n'a pas été racheté à la barre à 4 euros ou un truc comme... Non. Non, alors par contre, non, c'était acheté pour 4 millions, mais ça est repris. On appelle ça une reprise au tribunal de commerce. Ah, ok. Mais bon, ça a été valorisé pendant plusieurs centaines de millions. Moi, j'ai lu un article où je m'avais vu un truc dérisoire, mais je dois me tromper. Non, c'était bien parce que tu as quand même des actifs. C'est quand même de l'assurance, donc il y avait quand même quelque chose derrière. Mais donc, en gros, catastrophe levée de fonds, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, les catastrophes, ouais. Il y a la curiosité, ça, c'est humain, en fait. Mais sûr. est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté humain de... En fait, l'entrepreneur, quand il se lance, finalement, il prend un risque que personne ne prend, tu vois. Et donc, du coup, ça peut te mettre face à tes peurs, toi, par exemple, si tu ne te lances pas. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne les attend pas un peu aussi au tournant ? Je parle du grand public. Et du coup, quand ça explose en vol, d'une certaine manière, il y a un espèce de sentiment humain, de curiosité, même qui peut être un peu malsaine. Et les gens vont lire, quoi. Ils veulent voir ce qui s'est passé, quoi. Oui, ça, c'est le cas toujours. Enfin, on le voit dans toutes les rubriques. C'est un peu ça. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de... Et il y a aussi beaucoup tout ce qui va être un peu enquête plus long cours. Tu vois, on avait fait des enquêtes. Moi, j'avais fait une grosse enquête sur Miro. Ça avait très bien marché aussi. Parce que j'avais pris beaucoup de temps pour raconter l'histoire un peu à froid et en sortant des chiffres. Ça, c'est aussi le genre de choses que les gens aiment bien, les choses un peu long format, un peu fouillées. Ça fait aussi le pas mal. Le format de familier aussi que vous aviez fait là sur YouTube, il était pas mal celui-là. Ah oui, ça avait cartonné. Ouais. Ça... On était très contents. Ouais, c'est dingue, ok. Non, mais du coup, je me disais sur les articles, en tout cas, est-ce que comment est influencée la rédaction parce que vous avez un peu vous savez ce qui marche aujourd'hui et en même temps, vous devez traiter l'actualité du quotidien. En fait, vous traitez l'actualité du quotidien et quand il y a une grosse news, boum, vous la priorisez. Oui, on va pas se dire faut faire ça parce que ça va marcher et ça, on va pas le faire, ça va pas marcher. Il y a des articles, on sait que ça va pas faire, mais il faut le faire. C'est pas chiant ça parce que tu te dis. C'est important. S'il y a un truc par exemple boring où tu te dis, mais du coup, personne va lire. Même toi, en tant que journaliste, tu fais un papier, tu sais que personne va lire. Des fois, tu es déçu, tu te dis, ou des fois, tu te dis, ouais, ça va bien marcher. Tu regardes le lendemain, tu fais, oh bon, bah, pas grave. Voilà. Mais des fois, je le dis même à mon équipe quand on voit que ça n'a pas marché. Je dis, c'est pas grave, il était quand même très bien. Et voilà, peut-être si tu as touché moins de personnes, mais tu vois que les gens vont retenir ce papier, etc. Donc, faut pas se fier à ça. C'est pour ça qu'on n'est pas à la course à l'audience à tout prix. C'est pas trop notre modèle puisqu'on est sur de l'abonnement, donc on a quand même de la pub, mais aujourd'hui le but c'est quand même d'être plus drivé par l'abonnement que la pub après. En tout cas, ce qui est pas mal dans cette industrie, c'est qu'il y a pas mal de rebondissements, donc il y a pas mal d'actualités chaudes à traiter, et c'est pour ça que peut-être que vous avez aussi autant d'abonnés. Je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup d'histoires quand même dans les VC, les histoires des entrepreneurs qui se plaignent, enfin bref, c'est un peu on pourrait faire des films, tu vois, sur cette industrie. C'est une très bonne idée, ça, tu sais. J'y ai pensé, bien sûr. Toi, tu veux faire un stand-up, je sais ça. Ouais, mais moi, je veux faire plein de trucs. Ok. Moi, je trouve que c'était une bonne idée, parce que ça pourrait être très marrant d'un point de vue humoristique aussi, je pense, de voir les VC, les entrepreneurs, les coups qui se font, ça peut être marrant. Ah oui, c'est sûr. Ouais, donc taux d'échec dans la French Tech, il y avait une stat, elle varie beaucoup, parce qu'en fait, tu sais jamais une boîte qui survit. Si elle meurt pas, elle est pas dans le taux d'échec, mais en même temps, on sait qu'elle est déjà morte. Je crois que c'est autour de 80%, 70 et 80. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est dur, on n'a pas de stats. C'est dur d'avoir des stats en plus sur les startups en France, parce que comme tu n'as pas de statut juridique, tu vois, un grand groupe, tu sais, enfin une PME, tu sais c'est combien, une ETI, tu sais, une startup, ça peut être à la fois 20 personnes comme 300, donc c'est toujours très, très difficile de mesurer, mais... Oui, en fait, tu peux pas mesurer en réalité. Non. Parce qu'il faut que si la boîte elle est pas liquidée, elle reste encore 10 ans ouverte, tu pourras jamais savoir. Elle peut, ben voilà, c'est ça. C'est quand même beaucoup le cas aussi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la French Tech du coup? Parce que quand on regarde les stats d'échec, si c'est 80% sans prendre en compte toutes les boîtes qui ont survécu, qui survivent mais qui vont mourir, ça se trouve on est sur une stat à plus de 90%.
D'ailleurs, c'est les stades des VC, en gros, ils en ont une qui rembourse les 10 autres. Voilà, qu'est-ce que tu penses de la French Tech au global? Les avantages, les inconvénients? Écoute, elle est plus toute jeune, là. Non, mais c'est bien parce que ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Moi qui suis depuis quand même pas mal d'années. Avant, c'était vraiment un tout petit écosystème et on parlait, c'était beaucoup de la marketplace et un peu de logiciel, quoi. Donc, c'était assez limité. Je trouve elle a bien évolué. Bon, on a fait beaucoup de matraquage autour du label, du petit coq rouge. Les gens critiquent souvent. Bon, fallait peut-être le faire pour commencer. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore utile? Je ne sais pas. En tout cas, ça a lancé. En tout cas, une marque. Tu vas un peu à l'étranger, peut-être hors US, mais moi qui ai voyagé aussi pas mal en Afrique, etc. Les gens l'ont en tête. Enfin, et pareil, ils sont là. Ah, la French Tech. Ah, Station F. Donc, ça a quand même créé quelque chose. Pareil que toi. J'ai toujours en Europe. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe. French Tech, les gens ne se rendent pas compte. C'est genre un truc incroyable. Tout le monde me pose des questions sur la French Tech dès que je vais en Europe. Donc, bon, c'est bien. Après, maintenant, ça, c'est intéressant parce que c'est vachement diversifié. Tu as beaucoup de deep tech. Évidemment de l'IA, je suis de choses dans la green tech, donc c'est assez et maintenant de la défense, hein, bien sûr, tout le monde veut faire de la défense maintenant, ça c'est assez sexy du moment, ça, oui, effectivement. Oui, c'est fou, hein, ça, il y a quand même 2 ans, c'était interdiction, et là, tout le monde veut créer son fonds, soit créer sa boîte dans la défense. Tu as des gens, tu te dis, mais t'étais pas dans l'environnement, toi, transition écologique là? Ah d'accord, non. Je crois que la défense, c'est le secteur qui fait la plus grosse croissance en ce moment, quoi, globalement. Après, tu as la cybersécurité, je crois, tu as 2-3 pôles comme ça, mais défense, je crois que c'est numéro 1 en ce moment. Ouais. Ah oui, c'est... Tu as des fonds qui vont se lancer, on en reparlera, mais là, à mon avis, cette année-là, on va avoir quelques fonds. Ouais, je pense. Non, et puis ils disent tous que c'est plutôt de la souveraineté, voilà, qu'ils font comme ça. Ça fait un peu moins peur au lieu de dire on dit souveraineté, ça passe. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant, ça a beaucoup grossi. Et puis on a vu plein de boîtes quand même naître en quelques années. Enfin, tu vois, Mistral il y a 3 ans, il n'existait pas. Enfin, c'est quand même assez fou. Après, l'inconvénient, c'est qu'on a toujours du retard par rapport aux États-Unis. Mais bon, on a commencé tellement en retard aussi. Qu'on les rattrapera pas. Et puis alors avec l'IA, j'ai l'impression que l'écart quand même est assez... moi, ça fait un moment que j'ai pas été à San Francisco, mais de ce que je comprends, à chaque fois que j'appelle des gens qui y vont, ils me disent la claque qu'on prend. Donc ça, on est toujours en retard. On a démarré quand aux US, tu penses, la tech c'est quelles années par rapport à la France, tu vois, genre... C'est quoi, ils ont 20 ans Facilement, ouais, facile. Ok, ils ont 20 ans d'avance. Tu vois, aujourd'hui, tu regardes les 10 plus grosses boîtes dans le monde, 9, c'est des boîtes de la tech, elles sont américaines, voilà. Donc c'est... Non, c'est assez intéressant. Puis l'autre inconvénient, je dirais aussi, bon, t'as évidemment le financement, où c'est toujours plus compliqué chez nous. À certains stades, quand t'es en amorçage, ça va, tu trouves facilement de l'argent. Au-dessus, c'est plus dur. Quand c'est des plus gros tickets, non, c'est ça, quand il y a des besoins de financement. Beaucoup, plus de 100 millions et tout, là, ça devient difficile de trouver. Et pareil, tu as moins de très gros fonds. C'est les fonds de growth, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est dur, ouais. Alors, c'est marrant, tu parlais dans un podcast aux États-Unis, ils ont eu la PayPal Mafia. Donc, suite à l'avènement de la tech, il y a eu ce qu'on appelle la PayPal Mafia, par exemple. Mais en France, on commence à voir un peu la Spendesk Mafia, tu en as parlé. Ils ont lancé, je crois, 17 startups. Et en fait, j'ai longtemps cherché les effets collatéraux de la French Tech, parce que souvent, je trouve que c'est critiqué. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a des effets collatéraux qu'on ne maîtrise pas encore, mais moi, je pense qu'ils vont être assez vertueux. Parce qu'en fait, on regarde la French Tech de manière brute. C'est-à-dire, en gros, on regarde le nombre de boîtes French Tech et on regarde combien elles ont généré par rapport à ce qui a été investi. Et je crois que si tu regardes de manière bête et méchante les chiffres, je crois il faudrait regarder les chiffres, mais genre on a investi 10 et on a récupéré genre 2, quoi, je crois, un truc un peu comme ça. Mais par contre, ils ne prennent pas en compte dans ce calcul-là tous les effets collatéraux. Si tu regardes la Spendesk Mafia, ils ont lancé déjà 17 boîtes, mais si tu regardes du coup après la Doctolib Mafia, la Payfit Mafia, etc., en fait, c'est en train de... Ça crée plein de boîtes. Et c'est en ça que je pense que moi, la French Tech, j'ai beaucoup réfléchi sur est-ce que c'était bien positif ou pas. Et grâce aux effets collatéraux, je pense qu'à terme, ça aurait été quelque chose de positif à la fin en termes de création d'emplois, de start-up et tout, tu vois. Bah oui, ça c'est intéressant parce que c'est un truc que j'ai lancé il y a un petit moment. En fait, j'avais reçu une étude de Axel, donc le fonds, qui faisait, qui parlait des mafias européennes. En disant, voilà, il y en a beaucoup en France, etc., qui donnaient des noms. Puis je me suis dit, tiens, on va se focaliser de temps en temps. Donc, tu vois, tous les 2 mois, à peu près, on sort une mafia. On se focalise sur une mafia. Donc, j'avais fait Spendesk. En fait, on essaie de trouver une actu. Donc, par exemple, il y avait une boîte qui se lançait, qui était d'anciens Spendesk. Et on va faire la mafia Spendesk. J'ai fait la mafia Doctolib. Enfin, on en a fait plein. Dès qu'il y a une petite actu, on essaye et on demande à quelqu'un qui nous sort les données.
Parce que moi, j'ai pas les ressources en interne. Et du coup, ça marche très, très bien, ce genre de papier. Et tu vois, ça fait de l'abonnement parce que les gens veulent savoir, c'est de la vraie donnée qu'ils ont besoin d'utiliser pour plein de choses. Et donc, c'est très cool. Mais c'est fou le nombre de par startup de la French Tech, combien ça en génère derrière, quoi. Là, Spendesk, c'est 17, mais c'est maintenant. Enfin, Spendesk, ça existe encore. Donc, en fait, Spendesk va peut-être. Puis on l'a fait créer l'année 50. dernière. Hein, Ouais. donc, tu vois, les chiffres plus de 20 sont périmés. Donc, il faudrait les refaire. Est-ce qu'il y avait Jérémy tous les Goyot ans. déjà dedans ou pas? Mais c'était au moment de l'annonce de Salvé qu'on a fait Que ça. j'ai interviewé ici, si vous voulez voir Oui. un membre de la Spendesk Mafia, The Mobile First Company. Ouais, c'était à ce moment-là, oui. On avait parlé. Super. Mais ouais, donc du coup, moi, en fait, j'ai vraiment réfléchi parce que vraiment, j'ai tout entendu sur la French Tech. En gros, le négatif, le positif. Il y a eu pas mal de négatifs. Et en fait, les gens prennent pas en compte toutes ces mafias qui sont en train de se créer. Il va y avoir à terme, peut-être, je sais pas, une Penny Lane Mafia. Enfin, parce que tu as toujours les gens qui partent après. Bah oui, techniquement. Et Moi, donc, je commence tout ça, à croiser des gens de Pigment là, qui créent leur boîte aussi. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'à force de. Moi, je sors beaucoup à des événements le soir, etc. Et donc, ça te permet aussi d'avoir des indicateurs. Quand tu commences à avoir plusieurs personnes qui sont parties, là, tu commences même à avoir des gens de Mistral qui sont partis et qui créent leur boîte, alors que la boîte est très jeune, mais c'est assez marrant. C'est vrai que c'est un bon indicateur, ouais. Il y a un autre sujet aussi qui fait polémique, c'est qu'à partir des gros tickets, c'est des étrangers qui investissent dans les startups. Et c'est que le fait que ce soit des étrangers qui investissent dans des startups, ça a fait beaucoup polémique sur la souveraineté économique, technologique, etc. En fait, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que j'ai eu la stat récemment, le CAC 40, il est détenu à plus de 50% déjà par des étrangers. Voilà. Et en fait, personne n'en a jamais parlé de ça. Tu m'as piqué ma stat. Bah non, c'est les Échos, on a fait un papier, là, je sais plus, c'était en début d'année. Là-dessus, en sortant cette stat, effectivement, tu prends tout le CAC, plus de 50% est détenu par des investisseurs américains. Tu prends Total, c'est pas... Américains ou étrangers étrangers, pardon. Oui, je dis américains. Mais il doit y avoir beaucoup d'Américains. Oui. Mais oui, beaucoup, parce que je pensais à Total. Total, c'est très américain, au final, plus de 50%. Total, c'est devenu à plus de 50% par des Américains. C'est énorme. Hein. Et d'ailleurs, ils se posent la question aussi aujourd'hui de est-ce qu'ils vont pas aussi se coter aux États-Unis. Donc en fait, c'est pour ça me fait toujours rire ce... Bah oui. Tu vois, le procès qu'on fait à la French Tech, Mistral est détenu par plein d'Américains. Enfin bon, toutes nos boîtes, nos belles boîtes. Et depuis quand ça, tu penses, en fait? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait polémique. À un moment donné, on se disait, c'est les Américains, les Chinois qui récupèrent nos startups. Mais en fait, l'économie française, elle est déjà détenue. C'est quand même beaucoup, ouais. Beaucoup par des étrangers. Donc l'économie est déjà comme ça, elle est déjà mondialisée. Il y a des marchés. Et alors, justement, un autre lien, ça va t'intéresser, c'est que pourquoi on manque de capitaux en France? C'est parce que nous, on a un système en fait où on n'a pas de fonds de pension comme aux US. Oui. Et en fait, nous, on dit souvent, on a la BPI, c'est génial, mais en fait, pour que les gens comprennent, les fonds de pension, c'est genre 1000 fois plus gros que la BPI. Quoi. Enfin, c'est genre, les fonds de pension, c'est... faudrait voir combien de milliards, mais... Et c'est les fonds de pension qui investissent ensuite dans la tech, dans les startups. Et nous, on n'a pas ça en France. Donc, de base, déjà, on commence mal par rapport peut-être aux étrangers. Peut-être un petit mot là-dessus. Bah oui, c'est pour ça qu'on n'a pas aussi des très grands fonds, tu vois. Les fonds à 1 milliard, ils se comptent sur les doigts de la main en Europe, par exemple, parce qu'effectivement, il n'y a pas ces fonds de pension qui mettent... Alors, ils font soit du fonds de fonds, c'est-à-dire qu'ils mettent chez des VC, ou ils peuvent investir en direct, mais c'est plutôt en général... via du fonds de fonds. Et quand tu mets des tickets, c'est des tickets de 500 millions, 1 milliard, plusieurs milliards. C'est énorme. C'est pas, ils mettent 10 millions, tu vois. Puis des fois, tu découvres des fonds de pension, tu dis, donc ça, c'est le fonds de pension donc des professeurs de l'Ontario. Truc qui gère plusieurs milliards. Tu fais d'accord, ok. Puis en fait, t'en as des plein. En fait, il y en a plein. Même, c'est par profession un peu parfois. Enfin, t'as un fonds même par une localité. Ouais. Tu te dis genre, et tu te dis, ce truc-là vaut plusieurs milliards. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir un ordre de grandeur parce que tu vois, rien que ce fonds de pension là, s'il vaut plusieurs milliards, si tu les prends tous aux États-Unis, c'est des trilliards. Plus les fonds aussi qui sont gérés par les grandes écoles, tu vois, les Harvard, ils ont aussi beaucoup, ils font travailler aussi leur argent. Enfin, c'est vrai que là-dessus, nous, c'est pour ça qu'il y en a plein qui réclament la retraite par capitalisation en France, etc., pour pouvoir injecter, éviter de mettre tout dans le livret A, quoi. Parce qu'en fait, structurellement, en fait, nous, on n'a pas de retraite par capitalisation. Et donc, du coup, on n'a pas des fonds qui accumulent des poches énormes pour investir dans l'économie. Et en plus, mais est-ce que les fonds de pension... du coup, les fonds de pension américains viennent investir, par exemple, sur des startups en France? Ils peuvent, tu vois. Des VC en France. Ça peut arriver, tu vois, genre... Alan, il a un fonds de pension canadien, par exemple, au capital. Parce qu'il y a les Canadiens aussi, on n'en parle pas aussi. Mais voilà. Ces fonds de pension, là, mais bon, c'est un des rares, tu vois, des rares exemples. Après, Non, mais tu vois, quand un fonds de pension fait 1000 milliards, par exemple, et que Alan, ils ont besoin de 100 millions,
c'est facile pour un fonds de pension canadien, mais nous, en France, on n'a pas la structure. En fait, c'est pour ça que je parle de structurellement, même en Europe, Bah non, il n'y a pas de pour faire structure. des très gros tickets. Tu parlais BPI France, c'est marrant, mais voilà. Et puis BPI, comment te dire, pendant un moment, t'as l'impression qu'ils mettaient partout. Tu vois, il fallait donner un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'au final, c'était la bonne stratégie? Ils ont mis aussi, ils font beaucoup de fonds, donc ils mettent aussi de l'argent dans pas mal de fonds. Mais tu te dis, est-ce que c'est la bonne stratégie à avoir? Je sais pas. Et puis alors, le problème, c'est qu'on n'a pas les stats. Donc, Déjà, c'est bien. Au moins, déjà, il y a les fonds de fonds. Donc, effectivement, faut comprendre tous les fonds de private equity de VC. En général, ils lèvent 20-30% du fonds avec la BPI, quoi. Déjà de base. le FEI, Fonds européen d'investissement aussi. Ça, Ok. S'il n'y avait pas le FEI, c'est aussi un gros. Ah, mais ça, j'avais pas la stat. Tu vois, j'avais les fonds. Je savais que la BPI mettait 20-30%. Mais avec le FEI, en fait, plus de 50% des fonds. Gros LP, ouais. Alors, j'ai pas la stat en tête, mais eux, ils sont très, 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 très actifs. Et le nombre, tu vois, j'ai parlé à quelqu'un de la BPI il y a quelques semaines là, qui m'a dit 2025, s'il n'y avait pas eu BPI France, il y a plein de fonds qui n'auraient jamais closé. Jamais. Mais même la majorité, en fait. Oui. Oui. S'ils ont 30%, tu vois, s'ils sont pas là. Et là, souvent, d'ailleurs, les gens demandent s'il y a la BPI. Tu vois, quand il n'y a pas la BPI, c'est compliqué de lever le fonds aussi. Et donc, du coup, ils ont un rôle pour dynamiser. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand ils mettent la BPI, mais 10 millions dans un fonds, par exemple, de private equity, en fait, il faut comprendre que c'est rien par rapport aux fonds de pension qui, eux, c'est plutôt des tickets d'1 milliard, en fait, dans les fonds. Donc, là, je crois qu'en 2025, BPI aura mis à peu près 1 milliard dans les fonds de fonds. Tu vois, sur tous les fonds de fonds. Enfin, dans les fonds, pardon, français. Donc, et ils font un petit peu d'étrangers, ça peut leur arriver. Mais tu vois, 1 milliard. Oui, ça fait à peu près. Ils ont mis, par exemple, 10 millions dans 100 fonds. Ça ferait ça. 10 millions d'euros dans 100 fonds. Mais tu vois, à l'échelle, un fonds qui a 10 millions, c'est pas énorme, tu vois. Ah non. Mais donc, on a un problème structurel aussi qui fait que on peut pas suivre sur les grosses valorisations. Non. Et en même temps, le monde est déjà comme ça. C'est-à-dire que le CAC 40, j'aimais bien cette stat-là. Parce que là, on s'est enflammé en mode, non, comment on va faire? Il faut que nos startups restent françaises. Et on l'a jamais dit pour... Ah non. Non, moi, je dis toujours, bon, si le siège social est en France, que je sais pas, t'as ta R&D en France, etc. Bon, bah voilà, je trouve que c'est bien. Malheureusement, c'est comme ça. Et je le dis, plein de boîtes sont détenues par des étrangers. Bon, bah oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a là, c'est peut-être un peu compliqué pour certains secteurs où te dis, c'est quand même des secteurs critiques, donc il vaut peut-être mieux que ce soit très français. Ça se discute peut-être un peu plus. Mais après, on a des contrôles. Bercy fait énormément de contrôles sur les investissements étrangers. Donc, bon. En général, il n'y a pas c'est très surveillé aujourd'hui. Même les petites transactions. On peut croire que... Ah ouais, d'accord. Ouais, même moi, le nombre de startups qui m'ont déjà dit, peut-être, tu vois, dans la cyber des petites boîtes, franchement, Bercy regarde énormément de dossiers. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est... j'ai pas de problème à tu lèves, par exemple, avec un fonds canadien, etc. Si ton business, tu vois, il est en Europe, en soi, ça change pas grand-chose. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est plutôt quand, grâce à cet argent, ils mettent la main sur les boîtes et ils récupèrent le siège, les effectifs, les recrutements. Parce que du coup, en fait, tu n'as plus d'emploi. Et ça, je trouve, c'est un peu la limite, quoi. On va dire, c'est à quel point, ok, tu te fais financer, mais à quel point, toi, d'une certaine manière, ta déontologie, tu commences à tout foutre, par exemple, aux US. Et je sais que j'ai certains noms en tête où ça commence par passer par Luxembourg, ensuite le siège donc, se met aux États-Unis. Ensuite, ils te disent non, mais les effectifs sont en France, puis tu apprends qu'en fait, les data engineers vont être recrutés là-bas. Et en fait, globalement, tu as l'impression que dans 15 ans, il ne reste plus personne en France. Et là, c'est emmerdant parce que tu n'as plus les emplois non plus, tu vois. Oui, mais là, le problème, c'est surtout que c'est des fois, c'est plus facile, c'est plus simple d'aller te développer aux États-Unis qu'en Europe. Hein. Tu vois, l'Europe est tellement fragmentée. Quand tu vas aller en Allemagne, c'est un autre pays. Enfin, je veux dire, c'est complètement différent. Et tu veux te développer en Espagne, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, à chaque fois, tu recrées des entreprises, enfin, des entités différentes. Enfin, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent racheter des boîtes, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais c'est quand même plus simple d'aller aux États-Unis. Tu as 50 États d'un coup qui ouvrent les portes. Et les entreprises, quand tu fais du B2B surtout, les boîtes, elles te disent oui ou non en 2 semaines. Nous, on a le problème aussi que c'est très long de signer avec un grand groupe. Tu mets entre 6 et 12 mois pour qu'ils te signent un POC, un pilote. Après, en main-d'œuvre, en Europe, tu as des super talents qui coûtent aussi peut-être moins cher. Oui. On pourrait se dire pourquoi tu vas prendre des ingénieurs là-bas alors que tu en as des meilleurs en France. Mais je vois ce que tu veux dire. J'aimerais parler du monde du VC parce qu'on a pas mal échangé ensemble sur ce sujet-là, sur le monde du VC en France, parce que c'est un sujet qui fait débat parce qu'on sait que justement il y a pas mal d'investisseurs
y a l'investissement public, il y a notamment la BPI, etc. Voilà, comment tu vois le monde du VC en France? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais accès aux data. C'est un monde qui est assez opaque. On a l'impression parfois que c'est un peu une Ponzi, je le dis clairement, parce qu'en fait, on n'a pas accès aux data. Moi, tous les gens que je connais qui sont fortunés, je connais beaucoup de gens très fortunés qui ont investi dans les fonds, à chaque fois que je leur demande, ils me disent si je récupère 30% de ce que j'ai investi dans ce fonds-là, c'est génial. Et donc, du coup, mais personne n'en parle en même temps. Donc, il y a une espèce de. Et en même temps, ils relèvent des fonds, mais tu sais pas trop où ça va. Alors, souvent, tu vois, ils lèvent 5 fonds. T'en as un qui arrive à une boîte qui fait plus de 2 milliards, par exemple, et du coup, ça fait la perte du fonds. Et ils communiquent beaucoup dessus, mais le problème, c'est que si tu investis dans les 4 autres, tu es perdant. Voilà, c'est quoi ta vision, toi, d'un point de vue journalistique, en gros, du VC que tu vois de l'intérieur, parce que tu les côtoies tous Oui, bah, comme tu l'as dit, c'est pas hyper transparent, bon, comme ce secteur en général, la tech en France. Après, ce qui est... Donc, tu as très peu de... On ne connaît pas les perfs, mais en général, si tu ne donnes pas tes perfs, c'est qu'elles sont mauvaises. Point, c'est tout. Tu as les perfs d'aucun fonds aujourd'hui, toi Il y en a quelques-uns qui les communiquent. Tu vois, et ils communiquent le fonds qui a bien performé, du coup. Parce que tu sais, souvent, ils enlèvent 3. Oui, c'est ça dépend. Je crois de mémoire, je veux pas dire, je crois que Xange doit le donner, et là, il y a, bon, Kima, mais bon, c'est un peu particulier, mais vraiment, ça se compte clairement sur les doigts de la main, ceux qui communiquent leur perf. Et j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps, il faudrait que je te donne, ça t'intéresserait. Je crois que c'est le FEI qui a publié un espèce de tracker comme ça, parce que comme ils investissent, comme je t'ai dit, dans beaucoup de fonds, eux, ils ont les perfs. Ils ne les partagent pas, et en fait, ils ont fait un super graphe sur les vintage, en gros, et tu vois, le DPI, c'est un truc où tu as le DPI, et c'est terrible. Juste pour préciser, pour les gens qui nous écoutent, DPI, c'est quand un investisseur investit dans le fonds, combien il récupère en cash vraiment. Voilà, vraiment. Ça, je vais t'en parler aussi, parce que si tu investis 100 dans un fonds et que les boîtes sont valorisées plusieurs milliards et que tes 100 valent 1000, ça, c'est pas du DPI. Non, tu l'as pas. C'est une valeur théorique, tu l'as pas. Donc, tes 100, on te dit ça vaut 1000, mais tant que la boîte n'est pas vendue, voilà. Donc toi, le DPI, c'est l'argent rendu, quoi. Ouais. Le vrai argent cash, c'est-à-dire que moi, je mets 100 dans un fonds, demain, on me rend 200. J'ai un DPI, du coup... de l'argent reçu. Ouais. Et donc, le site, je crois que c'est trackvc.com, un truc, c'est assez simple. Et tu vois, et c'est affligeant. Là sur les dernières années, c'est genre 1,2, même 0,3. Enfin, je veux dire, c'est... c'est une cata. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as les premiers fonds de l'époque où il y a eu l'âge d'or, en gros, exactement. Les Blablacar, etc. Toutes les boîtes qui ont levé sur plusieurs milliards. Et donc, du coup, là, il y a des boîtes qui ont fait des pas parce qu'elles ont réussi à liquider au fur et à mesure. Mais elles sont encore dans ces boîtes-là. Ouais. Et tu vois, on peut se poser la question de plein de boîtes aujourd'hui où le dernier tour, c'est genre 5 milliards. Ouais. Et genre, elles font genre 50 millions de CA. Et tu te dis, c'est pas sûr que ça se vende 5 milliards un jour. Ah non. Et donc, du coup, le problème, c'est que tu as des investisseurs dans les fonds. Ils se disent, un jour, ça se trouve, ils se font des projections. Ils disent, un jour, je récupérerai ça. Mais ils n'ont pas compris que pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, je mettrai le lien, si tu peux me le donner je le mettrai en lien dans la description YouTube. Franchement. Parce que ça, c'est. Alors moi, j'avais récupéré un document du DPI, pareil que toi, de pas mal de fonds français. Et genre, ça faisait vraiment flipper, quoi. C'est-à-dire que le meilleur, il était à 2,5. Oui. Ouais, ça. Mais 2,5, en soi, c'est comme si tu mettais ton argent au S&P 500 pendant 10 ans. Oui, et il y en a, et pour faire 2,5, ils ont cravaché. Hein. Ils ont vendu des boîtes. Hein. C'est pas... parce qu'on n'a pas de sortie à plusieurs milliards. Donc, si tu veux, c'est pas comme aux États-Unis ou au UK. Donc, Du coup, j'essaie de comprendre cette industrie, comment elle évolue. Parce que ce que je me demandais, c'est comment ça se fait qu'elle relève toujours et que ça continue. En fait, ça peut durer combien de temps comme ça ? Je me pose la même question. Okay. Je ne comprends pas qu'il y en ait qui arrivent à relever indéfiniment, en fait. D'où ça vient, en fait ? Qui réinvestit ? Parce que moi, les entrepreneurs que je rencontre, alors souvent, ils viennent de faire un exit et ils sont à la fougue, ils viennent de toucher un gros cash out de 20 millions. Alors là, tu as tous les fonds qui arrivent parce qu'ils ont vu le truc et ils te disent, tu veux investir 100 000 dans mon fonds, donc toi, tu es en euphorie. Souvent, tu as de la défiscalisation, donc tu mets 100 000. Il y a eu cette euphorie-là, mais peut-être qu'il y aura toujours des entrepreneurs qui feront des cash out qui seront dans cette euphorie et ça va continuer. Mais globalement, j'arrive pas à comprendre comment il y a des fonds qui se relancent et qui se relancent alors que l'argent n'est pas rendu aux investisseurs. Oui, c'est un grand mystère aussi pour moi. Ou est-ce que, parce que les corpos, par exemple, veulent
ont forcément une enveloppe à mettre dans le non-coté. Donc, est-ce qu'ils ont des allocations qui se disent qu'ils Peut-être. tiennent Je me demandais est-ce qu'il y avait une réglementation. Moi, je suis allé loin dans ma démarche. Tu peux Est-ce que la BPI a une obligation peut-être d'investir dans ces fonds d'un point de vue, tu vois, réglementaire? Ils ont une poche pour les fonds et donc du coup, il faut bien qu'ils les distribuent. Non. Ils ont des obligations réglementaires. Non, ils déploient l'argent qu'ils veulent, enfin, de ce qu'ils ont, quoi. Après, ils se sont mis des petits trucs en plus. Par exemple, quand tu as une GP femme, ils vont mettre un peu plus d'argent. Par exemple, ça, c'est leur truc, mais sinon... Ok, non, mais je réfléchissais. Mais non, mais c'est intéressant. C'est pas logique, en tout cas. C'est pas cartésien, là, comme approche. Non, mais c'est un secteur particulier. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la nouvelle génération, par contre, d'investisseurs, donc plutôt des entrepreneurs qui ont créé leurs fonds. Moi, je regarde plutôt ça, ce qui se fait aux États-Unis depuis très, très, très longtemps, en fait. Nous, on a beaucoup de financiers dans les fonds, pas d'entrepreneurs. Et là, tu commences à en avoir quelques-uns, quand même. Mais est-ce qu'il y a un peu d'entre-soi? En fait, moi, j'imagine un truc, limite, ils se réunissent, ils trouvent de l'argent. Tu sais, je vois un espèce de truc un peu abstrait où tu te dis, l'argent circule, en gros, et il continue de circuler dans 10 ans. En gros, tu as des gars qui ont lancé genre 10 fonds. Ouais. Ils n'auront jamais rendu d'argent aux investisseurs, mais ils relèveront des fonds et ils se feront des management fees. Et en fait, eux, par contre, ils s'enrichissent de fou. Super modèle économique, quand même. C'est le meilleur, quand même, au monde. C'est des frais de gestion. Ah, mais je pense que j'ai aussi... Alors, j'ai une petite lecture aussi, c'est que vu qu'une boîte, pour la liquider, parfois, il faut 15-20 ans, je pense que les gens relèvent des fonds parce qu'ils disent, mais regarde... j'ai telle boîte et elle vaut 10 milliards. Oui. Et en fait, du coup, vu qu'elle vaut encore 10 milliards dans la dernière levée et qu'elle ne va pas se liquider avant 20 ans, en fait, ils surfent sur une boîte pendant 20 ans. Tu peux. Peut-être qu'il y a un peu de ça, tu vois. Je pense que aussi, oui, tu peux jouer sur certains noms. Ouais. Exactement. C'est spécial. En tout cas on peut se demander si les fonds mettent bien à jour les valorisations de leur boîte dans leur bilan comptable. Ouais. Pour les LPs, parce que moi je pense toujours au business angel qui a mis 100 000, qui est une grosse somme pour lui, où il se dit je vais récupérer tant, il y a telle licorne, alors qu'en fait il récupère même peut-être que 50% de son argent, quoi. Et encore, si ça dépend des clauses qui ont été mises, etc. Des fois tu te retrouves avec rien quand même, parce que c'est le dernier arrivé, premier servi. Est-ce qu'on va pas parler aussi des liquides pref ou ce genre de choses où la boîte elle est vendue? Là j'ai une autre boîte en tête qui a été vendue dans une industrie, elle a été vendue super cher. Mais je sais qu'il y avait une liquide pref en gros au dernier tour. Donc en gros, la liquide pref, elle était au montant en gros du rachat. Donc en fait, tu as plein d'investisseurs qui se sont un petit peu fait écraser par le dernier. Oui. Et en fait, ils ont juste, je crois, récupéré leur mise après 10 ans. Ouais. Mais du coup, c'est DPI même de 1, quoi. Tu récupères juste ta mise. Ta mise, ouais, mais ça, ça c'est arrivé pas mal 2020-2021, là, quand ça a commencé à exploser. Les valos, c'est là où on a vu ce genre de liquid pref et tout, qui sont montés des fois 2 fois, 3 fois. C'est assez dingue, mais bon. Écoute, peut-être on percera le mystère un jour alors de cette industrie. J'aimerais. Est-ce que tu as déjà demandé de l'information à des fonds? Tu leur dis, donne-moi les 10 mais tu les as jamais, non? Je dis toujours la même chose. J'imagine que tu ne donnes pas tes perfs. Donc, évidemment que non. Et ce que je trouve ça dingue, c'est que par contre, on n'est pas via un BPI, tu vois. BPI, techniquement, c'est public. On devrait pouvoir avoir accès à ce genre d'informations, mais on ne l'a pas. Après, ça serait assez grave si les gens voyaient peut-être les niveaux d'informations qu'on pouvait avoir en off. Ah bah oui. Que tu as... Oui, c'est vrai que ça peut-être que tu m'envoies le lien, du coup, là, oui, parce que les gens découvrent ça vraiment la semaine dernière. J'étais où? Parce que là, c'est le fonds, en gros, européen qui investit dans tous les fonds. Et oui, donc je crois que je ne sais plus de tête dans combien de fonds. Donc ça te donne une bonne idée quand même, franchement. Si c'est le fonds européen. Là, c'est toute l'Europe en plus. Tous les fonds européens d'ici. Et la perf, elle était vraiment pas... Ah, c'était pourri, franchement. Vraiment pourri. Mais... Alors, ce qu'il faut savoir aussi de DPI aussi, pour que les gens comprennent bien, 0,5, c'est négatif. C'est-à-dire que 0,5, c'est-à-dire qu'on te rend 50% de ton argent en tant qu'investisseur. Ah oui, non, mais là, en fait, tu gagnes à partir de 1,1, quoi. Enfin, après 1... Là, on te rend de l'argent en plus de ce que tu as misé, quoi. Parce que parfois, tu as DPI à 0,8, tu vois. Mais non, tu as récupéré 80% de ta mise. Donc, tu as perdu 20%. C'est ça. Exactement. Quel est le rôle des médias par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que souvent, justement, les levées de fonds, etc., ça montre pas toujours le mauvais côté, l'aspect difficile de l'entrepreneuriat. Il y a eu une mode à un moment donné, on parlait des entrepreneurs, c'est des gens en fait qui avaient lu des articles dans les médias qui se disaient ça a l'air génial l'entrepreneur qui se lançait et qui ont beaucoup déchanté. Il y a eu un gros sujet qui est en train d'arriver aujourd'hui, je trouve aussi, c'est toute la santé mentale autour de ça, parce que l'échec ça peut être dur,
les burn-out, etc. Tout cet écosystème, il y a eu quand même des dérives. Quel est le rôle des médias dans tout ça? Parce que si tu montres par exemple que le bon côté en tant que média, potentiellement, les gens vont se dire, ah, c'est facile, ils vont y aller. Parce que quand tu avais des boîtes qui levaient sur une valorisation à 5 milliards, qui faisaient 10 millions de ça, ils pouvaient se dire, tiens, ça vaut le coup d'y aller, je vais quitter mon job. Comment sensibiliser aussi en tant que média pour pas que les gens abandonnent leur job en mode ils vont totalement réussir quand on voit que l'échec il est de plus de 90%. Ouais, bah oui, c'est difficile parce qu'en plus, les entrepreneurs sont pas du genre à parler des choses qui vont pas bien. Tu vois, je me dis, quand je te parlais tout à l'heure de Firmin qui a eu l'honnêteté de dire voilà ce qui n'allait pas, la plupart, franchement, c'est tout il est beau, et t'as l'impression que tout est facile. Donc c'est dur de leur tirer, je trouve, les verres du nez. Et Après, puis, c'est le rôle de l'entrepreneur, tu es un peu le capitaine oui, du bateau. oui, non, Tu mais dis bien tout sûr, va bien d'être pour toujours embarquer les optimiste. équipes. Mais... Oui, oui, je veux bien, mais je trouve que ça donne pas forcément. Tu peux le dire que c'est super, mais que franchement, c'est dur. Surtout, par exemple, ceux qui montent leur boîte tout seuls. Enfin, ça, on n'en parle pas assez. Donc, on essaye, nous, de faire des formats plutôt le vendredi, un peu sur tous ces sujets, plus où on fait un pas de côté. Un peu plus sur les sujets plus tabous, tu vois, de santé mentale. On a fait des sujets là-dessus. On avait fait tout un sujet sur les conflits d'associés. Ça, personne n'en parle. Première cause de faillite des entreprises exactement. en Et France. C'est ça. Souvent, on disait que c'était les dettes, les impayés. En fait, non, j'ai découvert, c'est ça. Exactement. Il y avait eu un très bon guide du Galion là-dessus qui en parlait. Donc, c'est fou, ça. Oui, moi aussi, j'étais très, très, très étonnée. Et en fait, quand tu commences à creuser un peu, que tu parles avec des gens ou des VC, ils te disent le nombre de conflits qu'ils doivent gérer, etc. C'est assez impressionnant. Il n'y a que ça, en fait. Ouais. Donc toi, tu as connu l'euphorie, tu as connu l'époque où justement il y a eu toutes les levées de fonds avec des milliards. Et aujourd'hui, tu as vu le côté un peu les dérives, après, les faillites de ces boîtes-là. Ouais. Donc d'une certaine manière, tu as suivi. Comment ça se gère? Parce que c'est pas pareil de gérer une époque d'euphorie et une époque de catastrophe. Mais quand tu étais dans l'euphorie, tu te posais déjà des questions en mode... parce que quand tu voyais des boîtes qui levaient sur des valorisations à plusieurs milliards, qui faisaient genre 10 millions de CA, forcément, ça met la puce à l'oreille. Tu te dis, mais c'est pas possible, pour valoir 1 milliard, c'est énorme. Enfin, personne rachète une boîte à 1 milliard. Enfin... Ah bah non, c'est sûr. Et surtout en France, quoi, où les grands groupes vont pas racheter... je vois mal... un BNP racheter une boîte à 1 milliard, une boîte française, une start-up, non, ça n'existe pas. Que française en plus dans le marché trop petit. Ça, c'est plutôt des boîtes étrangères qui vont faire ce genre de choses. Donc oui, non, c'est vrai que c'était assez... Il y a des sujets, moi, que je comprenais pas. Puis en plus, moi qui en parle avec mes amis qui sont de ce que j'appelle dans la vraie vie, donc qui sont pas du tout dans la tech, qui voyaient des fois des trucs, mes papiers, franchement, j'ai un ami, il est fromager, des fois, il pétait des plombs. Tu vois, attends, des fois, je fais plus de chiffre d'affaires que telle start-up, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est fou, ça. Ou boulanger du coin, franchement. Et pourtant, on mettait plus en avant les startups que les boîtes industrielles ou les boîtes qui ont des business classiques. Nous, on le fait via notre... donc là, c'est pas start-up, mais on a une super rubrique PME Région. Donc voilà, on met en avant toutes ces boîtes. Et je veux dire qu'il y a plein de belles success stories. Plus de chiffre d'affaires, ils sont plus rentables que les super bien startups. sûr. Après, c'est moins l'innovation. Non. C'est pour ça que nous, c'est bien 2 rubriques séparées. C'est pas du tout les mêmes mécanismes, etc. Le même secteur. Donc, Mais est-ce qu'il y a des boîtes où tu te disais... Putain, celle-là, c'est pas possible, elle fait trop peu de CA par rapport à sa valorisation. Et après, tu l'as vu faire faillite et tu t'es dit, ah ouais, limite, tu le savais toi-même au cœur de l'information. Ouais, il y a des boîtes que... Moi, Sorar, j'avais jamais trop compris. Mais dès le début, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Bon, après, ils ont fait beaucoup de chiffres assez vite. Donc, après, ça s'est complètement craché. Moi, j'ai jamais compris par rapport à quelle valorisation. Même si tu fais de 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires d'un coup, est-ce que tu vaux 1 milliard aussi? Ah oui, non, mais c'est clair que c'était quand même... il y a un écart de dingue, mais il y en a plein comme ça où j'avais un peu plus de mal, mais bon, pourquoi pas? Je veux dire, il y a des gens, ils mettent de l'argent dedans. C'est qu'il y a peut-être quelque chose, moi, que j'ai pas capté, tu vois. Tu peux jamais savoir à l'avance. Non, faut pas faire genre, bien sûr. Moi, Insect, je l'avais vu dès le premier jour. Hein. Non, c'est avec l'innovation, tu peux jamais savoir qui va devenir le géant de demain. Et puis moi, surtout aujourd'hui. Je me dis, je sais plus avec qui j'en parlais, mais en gros, je repensais à l'histoire de Yahoo qui voulait racheter Google, je crois. Non, enfin, je sais plus c'est quoi l'histoire, mais en gros, Google... Yahoo a refusé de racheter le moteur de recherche Google avant que ça devienne Google, genre 100 millions et ensuite 1 milliard, bref, à l'époque.
Tout ça pour montrer que la tech évolue vite, qu'on sait jamais la fin. Et que là, par exemple, je dis aujourd'hui, ça se trouve, le grand gagnant de demain, c'est Mistral, en fait. Oui. C'est possible. On sait pas. Peut-être ça sera Google, peut-être ça sera ChatGPT, peut-être ce sera Claude. On sait pas. Il y a un an, tu étais là, ChatGPT a tué tout le monde, c'est la fin. Là, d'un coup, Gemini arrivé, bam, les gens font « Ah non, mais en fait, non, moi, j'ai toujours parlé sur Google. » Évidemment, enfin, je veux dire... Maintenant, c'est Claude. Là, puis là, c'est Claude, parce qu'ils sortent des produits de dingue. Mistral qui commence à faire du CA, qui commence à bien se battre. Oui, et donc, du coup, faut jamais enterrer les boîtes trop vite dans la tech. Oui. On sait jamais. Moi, j'évite les prédictions, les trucs comme ça, parce qu'en général, moi, je me plante toujours. Je connais pas quelqu'un qui se plante pas, honnêtement, dans la tech. Honnêtement, faudrait le trouver, sinon... Le salaire moyen dans la French Tech, je crois que tu avais sorti une étude là-dessus. Pour les gens qui hésitent à quitter leur job, je crois que le salaire du CEO de Mistral, je l'avais vu passer, c'était entre 100 et 150 000 euros annuels. C'est le Galion qui fait une étude qui est super bien tous les 2 ans. Et le salaire médian, on va dire, d'un CEO, c'est 120 000. Alors après, Mistral... Alors avec les levées de fonds et lui tout. peut-être plus parce que là, la boîte est particulière, mais alors après c'est bien parce qu'ils ont fait vraiment les gens peuvent aller la télécharger gratuitement cette étude et c'est hyper pratique pour les entrepreneurs qui savent pas combien il faut se payer pour aller voir leurs investisseurs. Je te la demanderai aussi, comme ça je la mettrai. Ouais, et tu vas voir, moi j'ai déjà beaucoup de femmes entrepreneurs qui m'ont dit c'est chouette. Parce que sinon, elles ont tendance à demander moins. Et donc là, elles montrent l'étude du Galion. Elles disent, voyez, à ce stade série A, je suis censée gagner 80 000, quoi. Et donc, comme ça, ça marche en général. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que moi, j'ai des potes parfois qui ont des bons postes, qui gagnent 100, 150 000 euros par an et qui me disent, je voudrais lancer une boîte et tout. Et je suis là en mode, mais moi, en fait, je connais aucun entrepreneur qui gagne ce que tu gagnes. Ah bah oui. Et je lui dis, mais en mode, du coup, je comprends pas qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur s'est mis sur un piédestal. Bon, peut-être tu as le côté liberté et tout, qui est aussi un mythe, je pense, la liberté de l'entrepreneur dans la tech, parce qu'au final, je pense que tu bosses beaucoup et tu as peu de liberté. Mais les gens ne se rendent pas compte que quand tu atteins des salaires dans des grands groupes de 150 000 euros, en fait, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. T'es mieux que 99% de tous les entrepreneurs. Même ceux qui ont levé des 40 millions. Ah oui, non, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, les mecs, ils lèvent 40 millions. Ils se payent 60 000, 80 000, même 100 000 à un moment donné. Au bout de 10 ans, ils font faillite. Alors que celui qui a percé dans le grand groupe, tu vois, que ça fait 10 ans, qui monte les échelons, qui a en plus des stocks, des machins, des primes de trucs, ça va très vite dans les grands groupes. Côté avocat, dans un cabinet, pareil, tu factures très, très vite. Donc, oui, non, mais alors là, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même un mythe sur combien l'entrepreneur... Alors, t'es quand même... En général, dans les startups, c'est plutôt bien payé, mais c'est pas non plus ce que je pense les gens ont en tête. J'aimerais bien un Excel où on montrait un cadre qui a fait carrière versus quelqu'un qui a levé des fonds, qui a potentiellement fait faillite. Tu vois, à la fin, combien il a gagné celui qui était dans le groupe? Et je pense que c'est largement plus enrichi. Oui. Parce que là, je dis 150, mais en fait, tu as des gens dans des grands groupes qui montent après, quoi. Même à plus de 200 et tout. Oui. Je connais plein. Comme ça. Donc, non, et encore, start-up, ça va à peu près quand tu regardes, tu vois, les PME, etc. Nous, on avait sorti une étude, mais c'est pas moi. Enfin, les salaires des patrons de PME, s'il y a 2 000 euros, c'est énorme. Puis même les gens qui ont toujours l'idée des patrons, des méchants patrons. Oui, parce que tu as une frange de patrons, voilà, tout en haut, qui gagnent plusieurs millions, mais c'est rien, quoi. C'est un mythe. Oui, en fait, si on prend tous les entrepreneurs en France, des entrepreneurs qui se payent plus de 100 000 euros annuels, en fait, je pense que c'est genre moins de 5%. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, je pense. Non. Je sais, t'enlèves les TPE, PME. TPE, PME, déjà, ça, c'est le tissu économique. Plus plein de startups, effectivement, assez jeunes. Et puis, je dis, les femmes, elles sont toujours moins bien payées, évidemment, que les hommes. Donc, Est-ce que tu utilises l'IA pour revenir sur ton métier, pour t'aider à écrire une tribune? Je sais que là, c'est marrant, ça m'a fait sourire. Tu parlais des images. Moi, il y a un truc qui m'a fait sourire chez les Échos, c'était les images, banque d'images. Je trouvais que c'était un peu old school et que ça n'avait plus sa place. Et là, tu étais en train de dire dans un podcast que vous allez utiliser l'IA aussi pour générer des images personnalisées. Et par exemple, dans la tech, vous aurez moyen de générer des images qui pourraient être cool. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu des papiers dans les Échos où je voyais genre une main avec un papier. Je me disais, là, il y a un... Terrible. Ouais, c'est terrible. Moi aussi, Puis dans la tech, c'est dur d'illustrer des papiers, quoi. Comment tu illustres un papier dans la tech? Il n'y a pas d'image. Ben non, mais nous, on demande à des gens, nous, on a un service iconographie, donc il y a des gens qui sont payés pour trouver des photos, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets, tu vois, de cybersécurité. Tu vas pas mettre quelqu'un avec une capuche, quoi. Ouais, comment tu fais une boîte qui est dans la cybersécurité, tu dois mettre une image?
Bah, moi, je le fais pas, du coup, mais c'est quelqu'un, mais je lui demande et après, elle propose. Si des fois, je dis, bon, bah non, ça va pas, ça fait vraiment trop cliché et tout, donc on essaie de trouver autre chose. Faut vraiment avoir de l'imagination. Surtout si tu fais plusieurs papiers, en fait, parce que tu vas Ouais. pas remettre un mec avec une capuche. Bah non, c'est ça. Oui, oui, oui. oui. Il faut Tu vois, que l'image soit libre de doigts. bah après, nous, on paye des banques d'images, hein, donc il y a ça. Oui, donc c'est pour que ça soit libre de doigts, mais Ouais, vous oui, achetez bien des banques sûr. d'images. Oui, oui, on Pas non achète. plus faire Après, n'importe quoi. après, on a les photos, évidemment, de tout ce qui est AFP, etc. Mais bon, dans la tech, ils n'ont pas grand-chose, mis à part les personnalités. Donc c'est difficile. Ce qu'on fait maintenant pour certains papiers à gros potentiel, c'est ce qu'on fait des collages, ce qu'ils appellent des collages. Donc où vraiment, c'est super sympa, où là, il y a vraiment une patte Les Échos. Et ils mettent, ils font tout un montage de photos qui est très sympa. Mais ça, tu le fais pas... c'est fait avec des images qu'on possède, parce que tu peux pas faire ça n'importe comment. Hein. On paye des droits, évidemment, comme tout. Donc, non, il y a encore du progrès, mais je pense que dans quelques années, ça sera réglé. Hein, tout ça. En fait, là, maintenant, vous allez avoir des prompts spécialisés. En gros, vous mettrez fais-moi génère-moi une image avec la charte Les Échos, etc. Ouais, ça serait bien. De cybersécurité qui parlent de ça. Ouais. Et comme ça, à chaque fois, c'est la même charte, mais une image unique. Et là. Ça va venir. Ouais, ça, je sais pas quand, mais j'ai vu aussi un autre média, Le Parisien, qui commence à faire ça. Pour reconnaître le média, en fait, aussi, pour que ce soit toujours la Exactement. couleur. Par exemple, on pourrait retrouver le rouge ou machin. Voilà, exact. Non, Et, ça, c'est chouette, ça sera donc bien. ça va pouvoir bien aider, mais aussi peut-être sur l'écriture. Est-ce que toi, tu peux très bien, pour faire une enquête, tu dis, tiens, je sais pas, tu demandes à un LLM, tiens, donne-moi toutes les infos sur cette boîte-là ou sur ce secteur-là, boum, et toi, tu prends toute l'info et après, tu rédiges ton papier, mais peut-être ça peut voilà, est-ce que ça te fait gagner du temps? Ça aide un peu pour certaines choses, mais tu vois, dans les startups, ils sont pas très bons. Hein. La littérature est pas énorme, comme tu vois la pod d'infos publiques, etc. Donc c'est rare de trouver bien bonnes infos. Alors après, nous, on a aussi un service documentation qui peut nous ressortir tous les articles, ils screenent tous les articles. Tu vois, pour The Family, je leur ai dit, bon, sortez-moi tous les articles sur The Family des 10 dernières années. Ils ont fait tout un package et là, on avait plein d'infos. Mais sinon, non, on ne peut pas s'y fier. Moi, j'ai déjà fait des tests, si tu veux. Donne-moi la liste des 20 licornes françaises. C'est n'importe quoi. Ok, d'accord, ouais. Ah oui, non, mais c'était... tu te retrouvais avec Jean-Charles Samélian à la tête de Swile. Oui, non, je te jure, franchement, c'est... Et en plus, non, en fait, dans notre truc, il y a beaucoup d'informations off-market, en fait. Mais tant mieux, finalement, t'es privilégié par rapport à ceux qui font de l'information plus mainstream. Oui. Toi, t'es un peu protégé, finalement. Oui, bien sûr. Puis de toute façon, nous, on sort des infos qui n'existent pas encore. Donc, de toute façon, il l'a pas. Mais globalement, tu es quand même protégé par rapport à de l'information, je sais pas, sur la politique ou des trucs où il y a de l'information publique dans tous les sens. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est quoi l'avenir des médias pour toi, dans le sens où on a parlé que les médias sont en crise depuis qu'Internet est arrivé, a rendu l'accès à l'information gratuite, on va dire. Depuis ce moment-là, en gros, c'est compliqué. Maintenant, il y a l'IA qui arrive, il y a AI-Overview qui est déployé partout dans le monde, sauf en France sur les médias. Quand ça va arriver, apparemment. Et en Corée du Nord. C'est ça. Mais apparemment, ça va être un massacre, hein, clairement, il faut le dire. Il y a des médias qui perdent 90% de leur visibilité. Enfin, plus les LLM. C'est-à-dire que les médias ont été beaucoup chahutés quand même. Hein. Franchement, je pense numéro 1, c'est une des industries les plus chahutées. Comment ils vont retrouver de la rentabilité? Mais c'est marrant parce que potentiellement sur ta rubrique, pourrait toujours y avoir des abonnés. J'arrive à voir le truc de la renta et tout, mais peut-être sur les médias un peu plus mainstream et tout, je les vois. En fait, moi, je vois des médias demain verticalisés avec de l'info niche où justement il y a de l'off-market. Oui. Mais les médias, tu vois, plus généralistes, comment ils vont survivre demain? Bah ouais, ça va être dur. Le jour où il y a effectivement Google et Overview. Alors moi, j'adore l'outil. Hein. Je trouve ça génial. Quand je suis à l'étranger, je suis épatée. Puis après, 2 secondes après, je fais ah ouais, mais pour nous, c'est vraiment pas bon. Non, c'est pas bon. Hein. Mais bon, après, ça puis arrivera. les LLM aussi, hein, ChatGPT et tout, ils piquent déjà le contenu. Hein. Exactement. Donc nous, ce qu'il faut faire, à part travailler avec eux, je vois pas. Tu vois, OpenAI a signé un deal avec Le Monde, par exemple, qui leur apporte beaucoup d'argent. On ne sait pas le montant, mais en tout cas, c'est significatif. Nous, on n'a pas ça, mais moi, je pense que de toute façon, tu n'as pas le choix que de travailler avec ces acteurs-là. Si à un moment, tu veux en plus qu'il y ait de la qualité qui ressorte de ces LLM, il vaut mieux faire des deals avec eux. Donc, vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui avec un LLM? Mais non, pas parce que nous, c'était particulier quand on a vu le truc du Monde. Le Monde fait souvent cavalier seul. En fait, en général, dans la presse, on essaye tous d'être ensemble
et faire des deals directement avec un éditeur, tu vois. Enfin, on va être... et là, le monde a fait son truc. On aurait aimé, tu vois, faire que OpenAI signe avec l'ensemble de la presse française et tout, mais ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas des procès en cours là, avec tous les médias qui se sont réunis un peu parce que t'en as plein partout. Non, mais la France, c'est le seul pays aujourd'hui qui résiste. Je sens qu'il y a il y a une révolte quoi, qui se fait. Non, mais partout dans le monde, le New York Times, je crois. Alors, je sais pas où ils en sont avec OpenAI, mais ils ont attaqué. Il y a le problème des droits d'auteur. En fait, ce qui est fou, c'est les droits d'auteur. C'est qu'en fait, c'est que toi, Charlie tu écris un article. ChatGPT, en gros, OpenAI, le scrap, le met dans sa base de données et le ressort aux gens. Ouais. En fait, tes droits d'auteur sont complètement bafoués. Ouais. Et ça choque personne. Non. Et on comprend pas ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est fou, non? Oui. Ce qui se passe, quand même, on a une ère du droit d'auteur qui... Ah bah oui, que ce soit nous, pareil, les artistes, toute cette catégorie-là, c'est terrible. Mais de toute façon, ils te le disent un peu en off. Tous ces géants de l'IA sont, d'une manière ou d'une autre, on va vous prendre vos contenus. Donc, de toute façon... faut faire avec, quoi. Faut trouver d'autres moyens. Ils vont peut-être payer à un moment donné. Enfin, ça va se réglementer. L'idée, c'est ça. C'est un peu ce qu'on a déjà avec les droits voisins, nous, où Google paye parce que on alimente quand même, tu vois. Donc, est-ce qu'on aura des droits IA? Je sais pas. Est-ce que ça... J'ai du mal. Parce que combien tu quantifies ça en plus? C'est jamais assez en plus. Enfin, on te dit, on te paye. En fait, tu te mets d'accord au tribunal pour un billet. Mais en vrai, les droits d'auteur, est-ce que tu peux l'estimer déjà? Ouais. Non, c'est... Après, le problème, c'est que si tu dis non, ton voisin, il le fait, et du coup, voilà, c'est ça. Donc franchement, j'ai un petit peu... je suis pas très optimiste, moi. C'est pour ça, d'où l'intérêt de faire de l'abonnement, tu vois, au moins... et de moins dépendre des moteurs de recherche et des chatbots d'IA, quoi. Et du coup, c'est quoi l'avenir des médias? Comment tu vois les médias demain? Ça va être... plus verticalisé, plus de l'info off-market, il va falloir aller encore plus d'informations qualitatives finalement. Ouais, nous, on essaye. Tu vois, on a beaucoup de newsletters verticalisés. On a la newsletter startup qui est envoyée tous les jours. Tu as une newsletter banque une fois par semaine, une newsletter crypto. Essaye comme ça d'avoir un peu des segments dans le média et chaque fois d'avoir un peu d'avoir des cibles. T'as ça. Après, nous, c'est aussi d'être le maximum multimédia. Donc ça y est, nous on a vraiment lancé la vidéo il y a 1 an et demi et donc ça cartonne. On a des super formats qui marchent bien, c'est devenu rentable, donc ça c'est cool. Format 9/16e, non en gros, les formats verticaux sur Instagram? Non, nous c'est les formats YouTube. Ok, YouTube. C'est en fait développement de la chaîne YouTube. Là, okay. Ouais, on a 1 an et quelques, ils ont pris 300 000 abonnés, tu vois, sachant qu'on est avec la ligne des échos. C'est-à-dire que c'est... faut quand même que ce soit très sérieux, mais avec le ton quand même YouTube. Franchement, c'est pas facile. Donc, mais vous faites pas aussi un peu Instagram, non? Si. Après, il y a effectivement derrière, tout est... Okay. Voilà, ça déroule, quoi, derrière. Donc, je pense que, voilà, on a un peu de podcasts, mais pareil, faut avoir plus de gens. Et puis, pour le coup, en plus, là, on a des annonceurs qui aiment payer. Donc, là, on a un manque de ressources, clairement, par exemple, en podcast. En même temps, il y a un problème de rentabilité. Déjà, on sait que les médias sont peu rentables, donc tu peux pas mettre 50 personnes d'un coup. Il y a aussi ça aussi. Ouais, ça dépend. Sur le podcast, ça va, parce que nous, c'est podcast non filmé, donc c'est très rentable. La vidéo, là, ça y est, ça le devient, donc ça, c'est bien. Le podcast, par exemple, c'est Elles osent ou... Non, on a Elles ont osé, mais celui qu'on fait tous les jours, c'est la story. Okay. On vient sur une actualité économique tous les jours, ça, c'est l'historique qu'on a. On a les échos de l'IA aussi, 1 fois par semaine. Et ça, les annonceurs adorent ce genre de choses. Donc ça c'est bien. Et après, je pense que c'est plus faire de l'événementiel, où tu vois, du réseau. Je trouve qu'autour des médias, nous, on le fait un peu moins, mais de se dire, de créer des communautés et d'organiser des événements. Moi, je trouve qu'il faudrait aller là-dessus. Ça, on ne le fait pas trop. On organise des très gros événements. On a Vivatech, par exemple, qui rapporte beaucoup d'argent. Mais je trouve que ça manque de se dire, on fait le club des entrepreneurs de la tech, je sais pas, le club de l'auto, parce qu'on a plein de lecteurs en auto, et d'organiser, je sais pas, des petits déj, des dîners, etc., sur des thématiques. Je trouve qu'il faut aller vers ces modèles aussi, je sais pas, et de créer des bundles où tu dis, tu as un abonnement, tu as le droit de venir à 3 petits déjeuners par année. Il faut innover en fait sur les formats, en fait, ça. Oui, mais donc les médias doivent se réinventer dans ce point de vue-là. Bien sûr. Plus de physique. Ouais. Des événements. D'ailleurs, Vivatech, c'est le plus gros salon européen, je crois, autour de la tech. Ouais. Ça, c'est cool. Ça a été une belle réussite succès, en 10 ans, quand même. Alors, il y en a qui n'aiment pas et tout, mais bon. Moi, je trouve que c'est un vrai succès pour le coup, ce salon.
ils ont réussi quand même à s'installer, alors qu'il y avait déjà le CES depuis des années, Web Summit et tout. Donc, non, ils ont créé quand même une marque. Voilà. Évidemment, je ne suis pas objective, hein, puisque nous possédons à moitié Vivatech. Ah, je savais pas ça, ok. Voilà. Okay, c'est co-organisé savais pas ça. par Les Échos et, je savais pas du tout ça. et Maurice Lévy, donc Publicis. D'accord, Publicis. Bon, je sais que tu n'aimes pas parier sur les innovations, que c'est dur de savoir avant, mais je voulais quand même te poser la question, vu que tu traites quand même cette actualité toute la journée. Effectivement, on a vu des gens qui ont enterré Google trop vite et maintenant qui enterrent OpenIA. Si tu devais regarder ChatGPT un peu versus Gemini, est-ce que tu as un petit avis là-dessus? Parce que souvent, on est de plus en plus à prôner l'écosystème Gemini, Google face à un ChatGPT qui a ni business model, ni une trésorerie de guerre, enfin tu vois, en fait, il a juste ChatGPT, mais en fait, globalement, qui n'est pas rentable face au mastodonte de Google. Et c'est, je sais pas combien en trésorerie, c'est en centaines de milliards, voire milliers de milliards, des bénéfices de centaines de milliards. Ouais, est-ce que tu as un avis sur ce petit combat, le combat, le plus gros combat actuellement de la tech? Bah, franchement, oui. Il est dur ce combat-là de se dire, hein, franchement. C'est dur de savoir. Hein. Là, tu dirais tout de suite Google, parce que comme tu dis, ils ont déjà un modèle économique, donc celui qui marche. C'est toujours le même, c'est une agence de pub. Mais bon, au moins, ils font rentrer de l'argent, ils ont une trésorerie, ils sont tranquilles. C'est-à-dire que là, la bulle éclate, ils sont tranquilles. Ouais, c'est les seuls qui peuvent sont tranquilles. Non, mais ça, ouais. Faut le prendre en compte. Et puis, ils bossent avec des entreprises, donc si tu veux, leur modèle, c'est gratuit. Donc en fait, t'es un peu imbattable. Hein. Tu sais que c'est gratuit chez Gemini versus ChatGPT. Donc, si le modèle est équivalent, pourquoi tu resterais sur ChatGPT si Gemini est gratuit? Donc, ils ont déjà la distribution. Pour moi, c'est quand même énorme. Après, il ne faut peut-être pas non plus enterrer un OpenAI parce qu'ils peuvent aller très très vite du jour au lendemain. Ils peuvent, là, ils commencent à faire beaucoup plus d'enterprise, donc aller travailler, tu vois, plus en mode conseil aussi. Est-ce qu'ils vont pas faire franchement, c'est dur. Et puis de l'autre, tu as Anthropic qui a aussi explosé et qui est très bon sur les développeurs. Mais est-ce qu'à terme, en fait, on va juste se retrouver avec 4 acteurs comme dans le cloud, et puis en fait, les gens auront un peu d'OpenAI, un peu de. Je suis d'accord, ouais. En vrai, ça peut finir comme ça. Ça va être du multi-IA, comme tu as du multi-cloud aujourd'hui. Et... Moi, je pense qu'il ne faut pas trop enterrer Mistral non plus. Je me dis, il y a du talent, il y a de l'intelligence. Tu vois, ils doivent recruter des gens talentueux. Et je trouve que beaucoup de gens ont enterré Mistral, mais je pense que c'est vraiment pas fini, quoi. Puis tout peut arriver dans la tech. Les innovations, elles peuvent popper d'un coup. Oui, et puis bon, et après, ils ont le côté très européen qui fait que, tu vois, ils respecteront toujours la réglementation. Alors bon, là, ils vont te dire, voilà, c'est pas très, très fun, mais... Il y a eu un article là sur... ça se trouve, c'est toi qui l'as écrit en plus, sur le fait que il y a déjà des grosses sociétés industrielles européennes qui privilégient Mistral pour le côté souveraineté technologique et économique. Je pense que ça, c'est un argument de vente. Et puis, pourquoi pas, hein, ça reste un gros marché, l'Europe. Si l'Europe, les entreprises européennes commencent à utiliser Mistral. C'est ça. Et qu'après aussi, les Américains, pour être en Europe, faut qu'ils aient aussi un peu... Ils utilisent peut-être du Mistral aussi. Enfin, ouais, moi, je dis pourquoi pas, franchement. Et c'est vrai que ChatGPT et Gemini, je trouve que c'est dur de se prononcer quand même. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que Google a les reins plus solides, en tout cas, quoi. Ouais, quand même. Ils seront plus durs ils mettront plus de temps à mourir s'ils devaient mourir. Ouais, ils ont du talent. Et puis après, ils peuvent racheter des boîtes. Hein. Enfin, faut pas... Ils peuvent racheter. Et puis ils sont diversifiés aussi. Parce que souvent, on voit Google, on voit Gemini, ChatGPT, mais en fait, Google, c'est... t'as du cloud, t'as des trucs. C'est ça. Donc, non, faut... Ouais. Puis, tu dis énormément de trésorerie. Enfin, je veux dire, l'année dernière, ils ont fait une acquisition à 32 milliards. Donc, tu vois, ils sont capables de mettre sur la table. Et c'est pas énorme pour eux, je pense. 32 milliards, ça les met pas dans le jus non plus, je pense. Non, je pense qu'ils... Non, parce qu'ils ont fait il y a des gens, au moment où les gens enterraient Google, j'avais fait un article sur LinkedIn, et c'était Q3 2025, je crois. C'était le moment vraiment où tout le monde enterrait Google. Et ils faisaient le plus gros bénéfice de l'histoire de Google à ce moment-là. Je crois que c'était 150 milliards de bénéfices ou un truc comme ça. Tu vois, l'action, l'action. C'est un truc de dingue. Je crois que l'action, elle a pris 100%. Plus haut, c'est pas possible. Je suis épatée. Là. Les mecs, allez, maintenant 4000 milliards. Allez, wow. Bon. Jusqu'où ça va aller, mais Google, ça peut être un géant de demain, en tout cas, encore plus géant, quoi. Parce que s'il gagne aussi la bataille des LLM, ça peut le rendre encore plus géant qu'il ne l'est déjà. Ah ouais, c'est incroyable, hein, franchement. Après, il y a une espèce de bulle d'IA aux États-Unis où, en gros, tu as Nvidia
qui investit dans OpenAI. Du coup, OpenAI achète ses puces chez Nvidia. Puis tu as Oracle après. Enfin, il y a une espèce de truc, j'avais un schéma. Oui. Bah, on avait fait ce qu'on appelle une bulle. On avait fait un schéma là-dessus parce qu'à un moment, on s'est dit, mais voilà, on est parti de cette info. Après, le lendemain, tu avais encore une info, machin investit 50 milliards. Le surlendemain, machin. Enfin, tu vois, il y a un moment, on se disait, mais c'est pas possible. C'est de l'argent magique qui circule encore entre tout le monde. Donc, on s'était amusé justement à faire cette petite infographie parce que même nous, on était là, on comprenait pas. Et sachant que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que OpenAI, il n'y avait pas 40 milliards, je sais plus, à mettre dans Oracle, par exemple. Ils les ont pas. Donc, mais par contre, du coup, ça fait monter le cours d'Oracle et Oracle le met dans OpenAI. Enfin, c'est que... Ouais, c'est ça. En fait, non, ils lèvent des fonds. Ils lèvent des fonds, ensuite ils mettent par exemple 10 milliards dans Oracle, Oracle met 10 milliards dans Nvidia, Nvidia met 10 milliards dans OpenAI. En fait, du coup, ils font tous des gros chiffres d'affaires, mais en fait, l'argent elle tourne dans un circuit fermé. Ça circule, c'est la circularité. Mais je me demande si justement, c'est pas ça la vraie définition de bulle, parce que si un fait faillite, du coup, il fait plus de chiffre d'affaires pour l'autre, et tous, c'est un peu, c'est font comme des dominos, tu vois. Alors après, ça a toujours un peu existé et tout, mais là, on est sur des montants quand même qui sont astronomiques. Franchement, ça fait monter les cours de bourse aussi. Bah oui, c'est comme ça qu'après, Larry Ellison, donc le patron d'Oracle, s'est enrichi et après il a dit je vais investir tant dans OpenAI parce que c'est... Et ça fait monter les cours de bourse. Ouais. Mais par contre, faut pas qu'il y ait un domino qui tombe au milieu de tout ça, quoi. Ah oui, non. Et je me demande si c'est pas justement OpenAI le domino, parce qu'ils ont tous un business model. Et du coup, eux, si c'est moins, c'est... Nvidia, ce qui est toujours aussi très regardé, c'est quand même Nvidia. Ils sont leaders sur leur segment. À chaque fois, on attend toujours avec impatience les résultats d'NVIDIA parce qu'on se dit, si la bulle éclate, c'est au moment des résultats d'NVIDIA. On verra. Donc, à chaque fois, parce que NVIDIA, c'était, je crois, c'était 2 fois le CAC 40, la dernière valorisation, je crois, ou un truc comme ça. Donc, tu te dis, NVIDIA, en fait, ça pourrait racheter 2 fois le CAC 40. Enfin, le CAC 40 et peut-être d'autres. Ah bah oui, nous, on est comme ça. Sur une boîte, quoi, c'est fou. Ouais, c'est... Est-ce que ça vaut vraiment 4000 milliards Alors là... En tout cas, ils vendent. Ils vendent des puces. Ils vendent des puces. Et puis, ils en sortent des nouvelles à chaque fois. Donc, en fait, t'as pas le temps d'amortir tes anciennes. Dernière question pour toi. Alors, déjà, je mettrai en description YouTube toutes les petites informations, ressources qu'on a, on se les échangera. Parce que ça va intéresser les gens. Je mettrai aussi ton LinkedIn s'il y a des gens qui veulent te contacter, qui ont des questions, ou je sais pas, qui veulent t'inviter dans un média, ou qui ont une start-up, ou j'en sais rien. Je voudrais finir sur cette question. Les astuces pour être repris par un journaliste, qu'est-ce que tu leur conseillerais aux entrepreneurs qui nous écoutent? Parce que souvent, c'est dur, on envoie des RP, des communiqués de presse, des boîtes de RP qu'on paye 5 000 € et tout, et à la fin, on n'arrive pas, on se dit « Ah mince, on n'a pas eu les échos » ou d'autres. Est-ce qu'il y a des tips où globalement, non, en fait, c'est plutôt ton innovation, globalement, soit elle est bonne et elle correspond à la ligne éditoriale, soit non, et en fait, il n'y a pas trop de manière de bypasser ça, quoi. Oui. Non, être, je veux dire, déjà, ciler le bon journaliste, hein, c'est bête, mais voilà, au moins tu sais que cette personne parle de ce sujet, donc c'est bon. Et après, être très bref et apporter qu'est-ce que tu vas apporter, c'est quoi ton actu, ou c'est quoi l'enjeu principal en ce moment. Donc, soit ton actu à toi, j'ai lancé, je sais pas, j'ai racheté telle boîte, ou soit, regarde, il y a telle réglementation là qui passe, moi je peux t'apporter cette expertise, ou tu vois, je peux réagir par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment. Ça marche ça? Je me suis toujours demandé. Oui. Côté expertise, t'as parlé de ça, je pourrais... Ouais, voilà. Et du coup, si la personne te dit « j'ai vu cet article », elle te dit « je peux réagir là-dessus », mais du coup c'est trop tard, il est déjà sorti. Là c'est sûr. Mais tu dis si t'en reparles. D'anticiper aussi, je te dis, tu sais qu'il va y avoir, on va parler beaucoup de... Tu vois, les réseaux sociaux, je sais pas, moins de 16 ans, on en parle beaucoup. C'est pareil, tu viens, moi je fais ça. Ah oui, ça c'est, on cherche toujours. C'est bien de pas parler que de sa boîte des fois. Tu vois, les gens qui veulent se vendre toute la journée, c'est un peu chiant. Mais si tu dis, là, moi je suis expert de ça, donc dès qu'il y a tel sujet, ou regarde, tiens, t'as pas vu ce truc passer hier, ça faudra en parler, moi je peux t'aiguiller, tu vois. Pas mal. Et comment ça se passe, toi, t'as un CRM après, par exemple, tu dis, je sais pas... Non. Ok. Je m'imaginais un truc où genre on parle de Google, boum, j'ai tous les gens qui sont Google. J'aimerais bien faire ça, mais je l'ai jamais fait. Non, mais même un fichier Excel ou un truc. Même un fichier Excel, j'aimerais, mais je le. Mais j'aimerais. Parce que t'as tellement. Ouais, mais du coup, quand tu peux te rappeler tous les experts, faut qu'ils te relancent. Du coup, faut qu'ils restent un peu présents. Oui. Non, mais c'est vrai que ce serait la meilleure idée, ce serait de faire un CRM. Ok. Et alors, je me demandais, tiens, ça me fait penser.
sur les levées de fonds, à un moment donné, on savait que certains médias, en gros, à la base, ça circulait un peu chez les entrepreneurs. Si tu lèves 1 million d'euros, tu peux avoir un billet peut-être dans certains médias, mais 800 000 non. Après, c'était genre 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ça a monté après dans l'explosion. Et on sait qu'à un moment donné, en gros, bon, tu levais 1 million, mais tu savais que lui, c'était 2. Enfin, donc, les montants des levées de fonds commençaient à exploser. Bon, c'est le jeu aussi. Puis souvent, ici, ils rajoutaient la dette. Par exemple, tu lèves 1 million en equity, 1 million en dette. Bon, tu dis 2 millions. Bon, c'est bon enfant et c'est normal, mais est-ce qu'il y a eu un phénomène un peu là-dessus où les levées de fonds se sont gonflées? Parce que du coup, aussi avoir des relais médias. Et comment vous faisiez? Est-ce que vous pouvez pas avoir l'info? Non, bah alors après, nous, déjà, on demande systématiquement la part de dette, la part d'equity, etc. Donc, bon, il y en a qui te disent la vérité, d'autres qui te mentent. Donc, des fois, quand tu appelles leurs investisseurs, tu leur demandes. Donc là, tu arrives à recouper déjà s'ils t'ont mitonné. Après, c'est le jeu, non? Je trouve que c'est pas méchant. Encore une fois, on n'est pas dans un gros. Non, mais il y en a qui font des gros arrondis, quoi, si tu veux. Donc, non, mais que tu dis, je vais 1,8, 2, bon, je veux bien. Mais moi, j'ai déjà eu, j'ai levé 45, ils t'annoncent 50, quoi. Il y a quand même 5 millions. Okay. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais enfin, quand même. 5 millions. Je comprends le jeu en vrai, dans le sens où c'est pas grave. Tu vois, ils ont tué personne. C'est pour avoir un relais média. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu un peu chat et la souris. Vous, votre but, c'est de retomber sur le bon chiffre aussi. Et bon. Ouais, mais en plus, nous, le montant, il y a plus vraiment ce truc-là. Moi, je peux très bien parler d'une boîte qui a levé 500 000 parce que personne la connaît. Elle est toute petite. Elle est à Montpellier. Moi, j'ai déjà refusé là encore, il y a 2 semaines, une levée à 20 millions. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que la boîte, c'est bon, on en a déjà parlé, je sais pas, il y a 1 an, il n'y a pas grand-chose à raconter de nouveau. On fait pas. Et une boîte qui lève 150 000 en Friends and Family, là, c'est peut-être trop tôt. Ça dépend, franchement, ça dépend. Okay. Non, si on n'en a pas parlé ailleurs, je me dis, c'est bien, on va la faire découvrir. Oui, tu préfères un nouveau dossier qu'une boîte qui a levé déjà 3 fois, tout le monde connaît. Exactement. Et en même temps, c'est que les gens vont lire les boîtes que tout le monde connaît. Donc, du coup, mais tu vois, regarde Penny Lane, là, qui a levé en début d'année encore, je sais plus combien ils ont levé. 150 200 millions. Je sais plus, enfin voilà. Ouais. J'ai pas fait. C'est fou ça. Ouais. Par contre, j'ai Penny Lane, mais pourtant c'est genre. Ouais, mais ils lèvent tous les. Ouais, mais d'accord, mais pour moi c'est de l'actualité 2 mois tech. avant, et 2 mois avant, ils ont parlé de leurs 100 millions d'RR. Moi, j'ai préféré traiter les 100 millions d'RR, et du coup, 2 mois après, ils te disent on a levé ça. Je vais raconter la même chose. Donc du coup, j'ai fait un papier plus large en parlant de toutes les méga levées du début d'année, parce qu'il y en avait eu beaucoup. C'était assez en 3 semaines, il y en avait eu plein en Europe. Donc c'était assez marrant, donc j'ai plutôt fait un truc là-dessus, mais pas que sur Penny Lane. Parce que je vois le titre Penny Lane qui lève 100 millions, 200 millions, c'est l'actu. Ouais, mais non. Tout le monde clique, quoi, tu vois. Non. Donc c'était l'accroche de mon papier en disant voilà, Penny Lane a levé ça. Mais il y a Aikido qui était une boîte belge dans la cyber qui est devenue licorne. Enfin, il y avait plein d'actu et ça faisait un papier plus intéressant, quoi. Tu penses qu'on va réussir à... En fait, il y a eu l'euphorie des licornes. Il y avait aussi le président qui communiquait dessus, qui voulait un certain nombre. On communiquait sur un nombre à un moment donné. Après, il y a eu un peu un déclin. Et j'ai l'impression que là, on a les Spendes, Mafia, etc., des gens qui ont appris de l'euphorie et du déclin, qui sont plus matures, plus sages, ils veulent de la rentabilité. Est-ce que tu sens aussi ça? Et moi, j'ai l'impression, tu vois, moi qui ai lancé mon fonds, je me dis que là, il va y avoir une bonne vague. Parce que du coup, il y a eu un énorme apprentissage et on a des entrepreneurs, tu vois, qui sont plus... Tu vois, ils ont essuyé les plâtres, on va dire, ceux d'avant, on va dire, les pauvres, ils savaient pas, ils levaient sur des milliards, ils se disaient c'était génial. Mais là, les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils arrivent avec un apprentissage. Et je me dis que c'est là qu'on va vraiment connaître, moi, des très belles boîtes. Alors, j'ai cet optimisme, je trouve toujours des solutions pour être optimiste. Mais je me dis, là, peut-être, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de ces grosses boîtes, qui vont créer plein de licornes. Et du coup, peut-être là, ça va exploser, tu vois. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a plein de repeat entrepreneurs. C'est un entrepreneur, donc qui ne vont pas forcément aller chercher beaucoup de fonds, etc. Je suis d'accord. Mais il y a quand même, encore, avec la vague IA, tu retombes quand même d'une certaine forme de folie. Quand même. Tu as quand même des boîtes qui lèvent 100 millions sur des valos à 20. Tu as l'impression d'être revenu dans les années 2020-2021. Ça, c'est chaud, par contre. Donc, non, moi, je suis on retourne dans les travers, j'ai l'impression. La boucle, elle revient. Ils ont tout oublié. Ouais. Que tout le monde a oublié. Ouais, et moi, je vois des dossiers levés, valorisation entre 20 et 30 millions d'euros. Sur un PowerPoint, on a une IA et tout, mais tu te dis, mais genre, c'est reparti. Tu vois. Oui, tu te dis, merde, c'est reparti, en fait. Parce que souvent, pour que les gens comprennent, quand les valos augmentent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à mettre cet argent-là. Bien sûr. Donc, tant qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, en gros, les valorisations, c'est n'importe quoi. Or, pour s'enrichir en tant qu'investisseur, il faut avoir accès plutôt des valos à entre 2 et 5 millions. Tu as plus de chances qu'une boîte se revende 20. Tu vois, tu es rentré à 5, ça se revend 20.
Que t'es rentré à 20, ça se revend 100, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, non, moi, Ça, je suis d'accord aussi. Ouais. Il y a les deux, du coup. Ouais, Il y a les deux phénomènes. Mm. Super. Bah écoute, je te remercie. Je sais pas combien de temps on a fait. Je pense 2 heures. Voilà. Genre 6 heures. 6 heures. En tout cas, je suis content parce que les gens vont découvrir aussi peut-être... Moi, ce que je voulais faire retranscrire dans cet épisode, c'est comprendre aussi les... En fait, les gens, tu vois, se mettent pas à la place, tu vois, de la vie d'une journaliste et des problèmes inhérents au métier, qui sont que, par exemple, toi, ton but, c'est de traiter l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais du coup, bah, quand tu fais ton métier d'une certaine manière, et tu vas demander peut-être te faire des ennemis, mais en soi, tu vois, tu fais juste ton métier comme d'autres, soit, et toi, c'est juste que ton métier, il est public. Voilà. Par rapport à d'autres. Exactement, bien résumé. Voilà. En tout cas, je te remercie de t'être rendu disponible Non, et puis merci à je toi. te dis à bientôt. Ouais.